Donc je suis Michel Maillet. J'habite pas très loin d'ici, j'habite sur la commune de Moulins-Poincourt, donc dans la vallée du Rance, au bord de la vallée du Rance, et un peu plus vers les sources. Je suis à la base je suis agriculteur et puis j'ai trouvé des statues menhirs il y a maintenant une dizaine d'années. Et puis je me suis intéressé à tout ce qui touchait à la préhistoire et je me suis formé à l'archéologie. Donc je suis devenu archéologue tout en faisant, mes bénévoles, tout en faisant mon métier de paysan jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque je vais me prendre la retraite. Et je suis président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais. Je suis aussi membre de la société archéologique des Rougiers des Avancos à Saint-Afrique. Et en tant que chercheur, je suis associé à ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, qui est une unité de chercheurs qui regroupe le CNRS et l'Université de Toulouse, donc en tant que chercheur associé. Donc où je réalise un travail en tant que quasi-professionnel, mais gratuitement pour la collectivité. Voilà. Puisque j'ai un petit mot à dire, je dirais merci à mon épouse qui est là, parce que ça fait quelques dizaines d'années qu'on fait de l'archéologie. Pour les statues menhirs, elle m'a beaucoup aidé à faire des photographies, parce qu'on est allé faire des photos, vous allez voir des photos assez sympathiques, de nuit, souvent en portant des éclairages, donc il fallait être deux, donc on a fait beaucoup de balades de nuit dans les monts de la Cône. Et puis accessoirement, elle m'a soutenu parce que c'est une passion qui est peut-être un peu dévorante, un peu prenante. Voilà. L'an prochain, pour les journées du matrimoine, Stella qu'on mettra en valeur. Je le dis pas souvent, mais il y a beaucoup de... Donc je vais vous parler des stèles mégalithiques, des statues menhirs et des dolmens. Et plus généralement des communautés des hommes du néolithique, c'est-à-dire entre 3500 et 2500 ans avant Jésus-Christ, qui ont créé ces statues menhirs, mais qui occupent un vaste territoire qui dépasse le cadre de notre région. Donc ça c'est une carte, alors je ne sais pas si elle marche, oui elle marche, j'ai la chance. Donc le groupe ORK des statues menhirs, il est ici, bon, le Rance est ici, donc c'est Cernin est par là. Et moi j'habite donc ici sur le plateau, à côté du plateau Saint-Vincent, donc pas loin de Camarès, entre Camarès et Belmont. Ces statues menhirs se retrouvent dans tous les terrains du Rougier de Camarès et puis dans les monts de la Cône jusque ici, là-bas au pied de Mazamet, quasiment à Mazamet. On en trouve très peu dans la partie des Grands Cosses. Ici ce sont les Grands Cosses avec le Larzac et tous les Cosses qu'on connaît autour de Millau. Et dans cette région, par contre, on connaît beaucoup de dolmens, mais les recherches qu'on a menées dans la région montrent que ces populations sont exactement les mêmes et qu'elles font les mêmes outils, les mêmes choses. Mais je vous en parlerai plus tard, il y a deux formes d'expression symbolique, sans doute d'un même phénomène. D'un côté, c'est des dolmens, de l'autre, c'est des statues menhirs. On a aussi dans la région beaucoup de mines de cuivre, notamment dans la haute vallée du Dourdou. J'en parlerai parce qu'il y a un statut qui est sorti là. Dans la basse vallée du Dourdou, vers Saint-Isère, Coupiac, Saint-Juéry. Et puis après, plus loin, sur la faille de Villefranche, ou d'ailleurs vers la faille de Villefranche, le Lyon, où on retrouve d'ailleurs deux statues menhirs dans cet environnement. On en a trouvé deux autres qui se baladent un peu perdues là, une à Durec, mais qui est un peu particulière, et une autre un peu plus au nord. En bleu, ce sont les pierres dressées, ce qu'on appelle couramment les menhirs. Donc on peut voir qu'il y en a toute une grande série le long de la bordure au sud du Massif central, au sud du Larzac, ici, et dans la montagne noire, les monts de la Cône, dans la zone d'ici. Et tout ça, c'est lié au fait que les populations, les premiers paysans néolithiques sont arrivés par la Méditerranée, ici, en provenance de la région d'Italie, parce qu'ils étaient venus de proche en proche depuis le Moyen-Orient. Et ils ont pénétré dans ces terres par cette région, et c'est sans doute quelque part là qu'on trouve l'origine de la statuaire mégalithique, même si aujourd'hui les plus anciennes connues sont plutôt en Bretagne. On a un autre groupe de statues menhirs qui est dans la basse vallée du Rhône, dans le Gard, et puis au nord de Montpellier. Voilà, donc il faut bien retenir cette limite-là entre les statues menhirs, le monde des dolmens et le monde des statues menhirs, qui est en gros la vallée du Dourdou, un petit peu au nord, dans la partie vers ici, vers Beaupiès, et puis après la vallée du Dourdou en remontant vers Camarès. Donc,
ça soit pas très bien. Je pensais que ça serait mieux, bon tant pis. Ça c'est une frise chronologique, donc ici on est vers 5000, entre 6000 et 5800 ans avant Jésus-Christ, quand les premiers paysans arrivent dans la région. Mais il est possible, pour moi, il y a une hypothèse, c'est que c'est les premières pierres dressées se développent là, et puis après vers 4500, les premiers paysans communautés vont vraiment s'installer et vont commencer à faire donc des pierres, à lever des pierres. On a ici, on ne le voit pas, mais c'est sur le site en Auvergne, à Vermonton, où on a les plus anciennes traces aujourd'hui, vers 4800 avant Jésus-Christ, avec une statue menhir qui a été trouvée, qui est datée aussi là, vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Et puis on a tout un tas de pierres différentes qui vont apparaître entre 4000 et 3500 pour aboutir à partir de 3500 à la construction des dolmens et la fabrication et l'érection des statues menhirs donc, du groupe Huerca, comme ici. Les menhirs, je vais passer rapidement, ça c'est la chatte des Bondons en Lozère, où il y en a 150 qui sont, pas tout à fait 150 dressés, mais on en connaît plus de 150 qui sont autour de deux pièges particuliers qu'on a ici, et qui évoquent une forme féminine avec les seins. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que des mamelons représentent les seins? Bon, après, on peut rentrer dans ces débats-là, mais moi, c'est valable pour les statues menhirs, on remet en cause ça. Je pense que s'il y a un symbole de la féminité, c'est bien les seins donc il n'y a pas beaucoup de doute. Et autour de ces deux mamelons, ici, on a 150 pierres dressées de différentes formes et typologies. On a des types, donc des grands menhirs qui font aussi 7 mètres de haut, qui sont très massifs, mais on a des choses qui vont aller vers des formes plus aménagées, qui vont nous rapprocher de ce qu'on va retrouver sur les statues menhirs. Donc probablement un phénomène au long cours où c'est que depuis les premières pierres dressées, ça va évoluer vers une statuaire beaucoup plus élaborée. Dans la région, on en a aussi dans les monts de la Cône, donc là c'est les verreries de Boussole, c'est dans l'Hérault, mais c'est la montagne noire, où on avait trouvé il y a dans les années 2010 deux très belles stèles mégalithiques qui pourraient ressembler à des statues menhirs mais qui n'ont pas de décor. Où il a été effacé, où il était peint, il a été effacé aussi. À côté de pierres beaucoup plus brutes comme on a ici. Mais dans la région, on retrouve des sortes de menhirs qui ont des formes plus élaborées, avec déjà des têtes qui sont des sommets qui évoquent une tête. Alors celle du bois de Boussu, on va en reparler parce que celle-là, elle vient de la vallée du Rhin, elle est très particulière, avec à côté une statue menhir que j'ai trouvée aussi là, il n'y a pas très longtemps. Donc, le bois de Boussu, c'est dans la haute vallée du Rhin, c'est pas loin sur la commune de Mounès. Donc c'est une zone ici, au bord d'un paléochenal qui est là en travers de la montagne, qui date de 180 millions d'années, c'est des vestiges de la géologie. Et il y avait une barre rocheuse ici qui s'est en partie effondrée vers la vallée. Et c'est sur cette barre que j'ai trouvé il y a maintenant 4 ou 5 ans, c'était pendant le Covid, donc d'abord une très grande pierre qui était là, masquée sous les mousses et dans les broussailles, mais qui s'est avéré être en fait un dolmen en partie effondré. Le pilier qui le supportait ici est passé dessous et donc il s'est cassé la figure. Cette pierre est énorme, elle fait 4,70 m sur 3 m à 3,20 m de large et entre 70 et 90 cm d'épaisseur, soit un poids d'environ 20 tonnes. C'est vraiment une pierre extrêmement massive et qui a été en fait, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais un peu après coup avec un collègue qui est venu, il me dit mais ta pierre elle est taillée. Et en effet, elle a été aménagée ici, elle est amincie un peu ici, et en haut, elle a été taillée pour y donner une forme, pour dégager une tête avec des épaules. Et donc ça, c'est tout à fait typique, c'est connu ailleurs en Espagne, notamment en Galice, où on a des dolmens qui sont couverts par des tables comme ça, vers 3800, 4000 avant Jésus-Christ, soit quelques siècles avant les statues menhirs. Donc déjà une ébauche de forme humaine dans cette pierre. C'est du grès? C'est du grès. Oui, c'est du grès permien. À côté, il y a un autre dolmen avec un pilier stèle que personne n'avait vu, que j'ai retrouvé. Donc avec un pilier stèle et une chambre funéraire qui est là, ça c'est sûr. Ici avec le cairn de pierre qui l'entourait. Dans la région, sur le site qui fait 3 hectares, il y a plein d'autres structures. Ici, il y a aussi au moins un ou deux cairns ou tumulus, donc avec certainement des gens enterrés dessous. Ici, il y en a un autre qui est marqué par une stèle en forme de V, mais qui est bien plantée, hein, très bien plantée. Et on voit on ne le voit pas bien sur la photo, mais on voit
l'emplacement de la tombe qui fait 7-8 mètres de long sur 4 mètres de large. Tout le tour, on a des pierres qui ont été taillées avec des formes un peu particulières comme celle-ci, ou plus classiques comme celle-là, qui rappellent une statue menhir, mais c'est toujours en grès, mais par contre il n'y a pas de gravure dessus, ça c'est sûr. Il a été taillé, mais il n'y a pas de gravure. Il y a aussi un grand menhir, il fait 5,30 m de long sur 1,80 m de large pour la plupart de la surface de largeur, et 1,20 m d'épais. Et il fait aux environs de 23 tonnes, peut-être 25 tonnes. En fait, il est dans la pente, mais cette zone a été victime d'un glissement de terrain, et il est parti lors du glissement de terrain, donc lui, il doit être daté autour de 4000 ou 4005 avant Jésus-Christ, et quelque part entre 4005 et 3500 avant Jésus-Christ, il y a eu un glissement de terrain qui a fait que ce menhir est parti, mais ils ont construit le dolmen là-dessus. On a des stèles plantées, il y en a encore quelques-unes qui sont plantées, d'autres qui sont couchées, cassées. Celle-ci, elle est couchée aussi. Et elle a été, on voit les encoches de taille tout le tour. Toutes ces encoches, c'est des encoches faites par l'homme pour la taille. On a encore des pierres dressées, là, toujours dans le bois de moussu. Alors là, il n'y a pas de vraie statue menhir, mais c'est quand même, c'est sans doute les ancêtres ce site, l'ancêtre des statues menhir. Donc avec des pierres qui sont une forme en écusson qui a été taillée comme ça. On connaît ça en Bretagne et on ne connaissait pas du tout dans la région. Ils viennent d'en être trouvé une dans le Lot, comme ça, qui couvre un dolmen. Et en prospectant sur le Caussenois, j'en ai trouvé deux sur les dolmens du Caussenois. Donc dans le Gard, à l'est de Millau, à 50 km de Millau. On en a une ici dans le dolmen du cerf de Pied de Bélugue, et là c'est le dolmen de Revens, qui est planté et qui est très semblable à celui-ci. Ce site, on se demandait pourquoi il y avait ce dolmen dans ce travers, et en fait je me suis aperçu, parce que moi j'habite à côté, mais mes parents habitaient juste dans la ferme en bas, et ils m'avaient dit là, à cet endroit, il y a une grotte qui s'appelle la cave des Fadarels, et qui fume en hiver. Mais elle n'est pas là, elle est un peu plus loin, à 200 mètres. Je suis allé voir, après avoir nettoyé le site, et à l'hiver, par temps froid, là où il y avait le dolmen, parce que j'avais repéré une faille qu'il y avait dessous, et je me suis aperçu qu'en fait, on avait les mêmes phénomènes de convection, des phénomènes tout à fait naturels. C'est des failles profondes de 10 mètres de profondeur, 1 mètre de large, qui vont, sous l'effet de la différence de température, provoquer une circulation d'air. Et quand il fait froid, l'air chaud humide qui sort, comme nous quand on respire, il condense. Sauf que sur ce site, le grand dolmen, il est là. Il y a une sortie qui a été aménagée à l'avant du dolmen, et une autre ici, qui est située à 3 mètres de la statue menhir. Cette statue menhir, elle est couchée là, cassée en deux. Mais elle est là. Donc c'est un site aménagé, donc avec un vrai sanctuaire lié à ces phénomènes naturels. Donc ils ont enterré des gens, mais avec en même temps l'idée derrière de rendre hommage ou de vénérer ou d'un phénomène naturel. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, je vais le dire directement pour les statues menhir, c'est que dans ces zones, les sols sont acides. Donc tout le monde le sait, dans les cimetières, dans les sols acides, les eaux disparaissent très rapidement, à 10 ou 20 ans, dans ces environnements, les eaux disparaissent, donc les corps des défunts disparaissent très vite. Sur les plateaux calcaires, les os se conservent. Nous, quand on fouille des domaines aujourd'hui, on trouve les squelettes de ces gens-là, on trouve les crânes dans les grottes, donc on les retrouve. Et pour moi, les dolmens, c'est une forme de préservation de l'image des reliques des ancêtres. Et dans le cas des Rougiers, ils ont vu dans la pierre, ils ont mis dans la pierre cette image-là. Ils ont pensé qu'on avait affaire à une réincarnation dans la pierre. Et donc ils ont sculpté ces statues qui sont des représentations des ancêtres disparus, sans doute, pour les garder pour l'éternité. Donc d'un côté, on les garde dans des dolmens, on garde les reliques dans des dolmens, dans l'autre, il y a un transfert sur la pierre qui va devenir une statue et qu'on va vénérer comme une relique des ancêtres. Avec probablement ici, quand ils ont enterré leurs morts ici, qu'ils ont disparu et qui se sont aperçus de ce phénomène, avec sans doute, on peut imaginer des croyances sur le fait que les ancêtres étaient passés dans le monde d'en bas et respiraient, parce que les colonnes font 8 à 10 mètres de haut, et elles marchent par pulsation assez régulière, c'est pas continu tout à fait, l'hiver quand il fait froid, donc on a l'impression que le sol respire.
Donc c'est probablement, quelque part, l'origine des statues menhirs se trouve sur ce site-là. Alors pour l'instant, on n'a pas pu faire de fouilles, il faudrait pouvoir le dater, parce que c'est très compliqué. Mais j'espère qu'à l'avenir, j'arriverai à obtenir une autorisation. Pour revenir à nos statues Ouergat, vous les connaissez bien, donc la chasse du Tiral 1 qui est une statue masculine, donc avec ses attributs complets, donc sa figuration avec son visage, ses bras, ses mains et ses jambes, et ses attributs, donc la hache, l'arc et la flèche. Un attribut qui est courant aux statues menhirs, mais qu'elles soient masculines ou féminines, qui est commun, c'est même plus que courant, c'est commun, c'est la ceinture. Donc ça montre bien que ces personnages sont habillés. On ne met pas une ceinture si on n'est pas habillé. Et même si les habits ne sont pas gravés, là ils sont gravés sous forme de bandeaux sur les deux, Saint-Cernin et la chasse du Tiral. Sur d'autres, on peut imaginer qu'ils étaient peints. C'est que maintenant, partout en Europe, on a peint à ces périodes-là. On peignait depuis longtemps, mais on a peint à ces périodes-là. Et donc probablement des statues qu'on voit aujourd'hui avec simplement les gravures, elles étaient en plus peintes. Donc la ceinture, bien sûr, représente l'habit, avec le vêtement formé de lanière ici. Une chose totalement qu'on n'arrive pas à expliquer d'un point de vue assez rationnel, c'est la terminaison des bras qui se termine par ces crosses, ici. Mais alors ça, on les appelait crosses omoplates, mais en fait, il y a des types de statues qui ne se terminent pas par des crosses, qui se terminent autrement. Et pour moi, avec un collègue du CNRS, on pense qu'on a affaire à des choses du vêtement, c'est-à-dire des manches ou des choses comme ça qui sont représentées avec une vocation symbolique qu'on ne connaît pas. Et probablement, comme attribut principal, alors il y a un débat là-dessus, mais en fait, pour moi, s'il n'y a pas beaucoup de doute, c'est un fourreau avec son poignard dedans. Et pour les féminines, du coup, on n'a pas d'armes, on a uniquement des colliers et les deux mamelots que nous avons toujours interprétés comme des seins. Se rajoute à ça que sur les féminines, il y a la chevelure qui est toujours représentée dans le dos, jamais sur les masculines, en tout cas celle qu'on attribue à masculine, et la chevelure est attachée par un petit lien, la natte est attachée dans le dos. Donc ça, et sur la scène Saint-Cernin, si vous allez au musée Folay, vous verrez au sommet, il y a une rainure qui représente la raie de la chevelure qui est représentée. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute, aucune discussion sur cette histoire. Les statues avec des seins sont des statues féminines. Après, on peut contredire tout, ils ne sont pas là pour vous le dire, mais bon, moi je pense que s'il y a un symbolisme qui est représenté avant, on le connaît il y a beaucoup de figurines en terre cuite, antérieures, qui ont 500 000 ans avant, où c'est qu'ils ont représenté les seins de la même manière, sauf qu'ils ont représenté aussi le sexe. Là, évidemment, on n'a pas de représentation de sexe, mais par contre, les seins restent. Et donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher autre chose là. Dans les statues, donc, il y a, pour la dimension, la plus grande, c'est la pierre plantée à la cône. Pour ceux qui la connaissent, qui est allé la voir, elle est magnifique. Ils vont faire peut-être un bout d'abri pour la protéger, parce qu'elle est protégée au titre des monuments historiques. Un jour, je leur ai demandé le jour où ils la protégeraient physiquement pour de bon, parce que ce bloc de granit, en fait, il est fendu là, tout l'arrière. Il est fendu sur 1,20 m ou 1,50 m. Il y a une fissure et donc un de ces quatre, la moitié de toute cette partie arrière va se retrouver au pied ici. C'est garanti. En plus, quand on voit les photos de la Vernet de 1900-1920, où on voit encore le poignard, le baudrier ici, les photos d'aujourd'hui, on voit la cupule du poignard, mais les baudriers ont disparu. Donc il est peut-être temps de la protéger autrement que juridiquement, mais aussi physiquement. C'est celle qui est à la sortie de la côte, sur la droite, à la droite. Oui, ils ont aménagé autour. C'est vrai qu'on n'y voit presque plus rien. Non, on n'y voit quasiment plus rien. Il faut avoir une bonne lumière à un moment donné pour la voir. Donc, oui, il y a beaucoup de mousse. Oui, il y a beaucoup de dégoûts, c'est nickel. De toute façon, les statues menhirs, il n'y a pas 50 façons. Tant qu'elles sont dans la terre, elles se conservent. Du moment qu'on les sort, si on les met à l'abri, au sec, ça se conserve. Si on les met aux intempéries, les processus de dégradation repartent. Les pluies acides, le vent, le gel, tout ce qu'on peut imaginer, les lichens, les mousses, tout ce qu'on peut imaginer, les accidents, et donc elles disparaissent. Les trois statues découvertes sont comme une mounesse dans les années 2006, les trois de l'Albespie qui sont vraiment magnifiques, avec celle-ci, l'Albespie 1, où ils ont
on voit l'ordre de gravure des éléments sur la statue. C'est-à-dire ils ont tout gravé, sauf les 5. Mais quand même, à un moment donné, ils ont voulu les représenter, donc ils les ont mis au milieu de la figure. Donc on sait que ces 5 ont été gravés après les colliers, après tout le reste, ou peut-être 5 ans après ou 10 ans après, on a celle de l'Alespi 2, par contre, là ce ne sont pas les 5, ce sont les pendeloques doubles qu'on trouve sur une autre dans les monts de la Colle. Le 5, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci, qui est gravé sur le bras, et de ce côté, on ne l'a pas. Alors, bon. Et celle de la 3, elle était par contre, ces deux étaient face à terre, et la 3 était le dos à terre, et la face, elle a pris cher avec les outils agricoles qui ont bien rayé. Les Vignales, alors c'est à cause d'elle grâce à elle plutôt que je suis là. Mais par contre, les traits, c'est à cause de moi. Ça, j'étais agriculteur, cette pierre gisait au bord des champs, et donc on l'a prise pour l'enlever, pour, je ne sais plus qu'est-ce qu'on voulait faire, moucher un trou ailleurs. Et quand on l'a retourné, on s'est aperçu qu'il y avait une gravure, parce que le dos se voit très mal. Aujourd'hui, je la reconnaîtrais, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, donc je ne l'ai pas reconnu. Et on avait passé l'outil pour une fourche derrière un tracteur. Et malheureusement, j'ai fait l'arrêt d'ici et d'ici. C'est ma faute. Quelques temps après, j'ai trouvé celle de Pêche de Loubras 1, qui est ici, qui était en 2 morceaux à 100 mètres l'un de l'autre, dans 2 tas d'équipements différents. Une belle statue féminine avec un collier, les bras et la ceinture, mais pas les seins. Alors pour celle de Vignales, c'est la seule qui est transformée de féminine à masculine. C'était une statue féminine avec un petit sein là et l'autre qui était là mais qui a sauté quand ils ont gravé le poignard, ici le baudrier avec le poignard et la hache. En fait, elle était sculptée en bas-relief, la statue féminine, il y avait un relief d'un centimètre ou deux, même 2 cm plutôt. Ici, dans le dos, il y a la chevelure, une partie parce qu'elle est abîmée. Et ils l'ont masculinisé en gravant le fourreau avec le baudrier et le poignard et la hache. Et ici, le baudrier, ils l'ont gravé devant, mais pas dans le dos, parce qu'il ne touche pas le dos quand ils refont des statues. Toujours dans le secteur là, de Mounès, le Clos du Manviel, trouvé il y a une dizaine, 15 ans, avec sa hache et son arc. Et un quart supérieur, tout le reste, c'est pas où il est. Dans les monts de la Colle, on a des statues un peu différentes et parfois beaucoup plus grandes. Les deux autres font 1 mètre, 1 mètre 10 de haut. Là, on est sur Combeinat, là-haut, à côté de Cantoul. Donc avec une statue un peu particulière, mais seulement un poignard et une espèce de crosse qui est ici, et les jambes. Après, il y a Bio, sans doute une des plus anciennes, là aussi. Les deux sont sans doute les plus anciennes, avec une crosse ici, un visage qu'on voit mal particulier ici, avec deux yeux formés par un petit bandeau. Un poignard tenu à la main et pas suspendu à un baudrier. Ce qui est suspendu au baudrier, c'est la crosse. Alors que sur la plupart des statues, comme ici, c'est le poignard qui est tenu par le baudrier. Donc ça, c'est ça le palissade qui fait plus de 3 mètres et qui est trouvé là-bas vers Brassac. Celle-ci a été trouvée dans l'Aveyron, à Coufouleux, mais là-haut tout à fait à côté pas loin de Murat, dans la limite de Murat, et d'ailleurs déposée chez le propriétaire à elle fait 2 mètres, elle est en grès, rouge, qui vient lui de la vallée de Rance et qui a été transportée sur une douzaine de kilomètres. Elle va faire donc une tonne. Alors le transport il se fait par. Alors pour celle-là c'est relativement facile. Enfin ça fait une tonne quand même, mais il faut faire un brancard. Un tramway. Alors il y a la solution du tramway, il y a la solution du chemin de roulement avec des rondins et sur un traîneau, on le met dessus. Alors, pour nous, ça nous fait beaucoup, même une pierre d'une tonne. Il faut imaginer les grandes dalles des dolmens, comme celui que je vous ai montré, qui fait 20-25 tonnes. Même pour y faire 10 mètres, c'est une autre affaire. Mais si on passe à un stade au-dessus, c'est quand on va en Bretagne ou en Vendée, où on a des tables de dolmens qui font 80 tonnes et qui ont fait des kilomètres. Le plus grand menhir, alors Maria Cœur, le menhir d'El Gras, il fait 18 mètres de long, 3 mètres 50 de haut et 6 mètres de large. Il fait 280 tonnes, il a fait 10 km au minimum parce que la roche n'est pas du tout là où il est. Et donc ils l'ont trimballé. Je ne sais pas si on imagine de trimballer 5 semi-remorques en poids mort au sol. Ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent parfaitement les techniques d'ingénierie de déplacement de pierre. Donc pour eux, une
à la limite, je pense que c'est pas une promenade, mais presque. La pierre plantée, qui fait 10 tonnes, elle a été déplacée sur 3 km. Combien? 3 km. Elle vient du pied de montagne. Si je reviens en arrière, bon. Elle est là, aujourd'hui, c'est des schistes, et les granites viennent au pied là-bas de montagne dans la derrière, donc il a fallu qu'ils passent au moins là. Il y a une tourbière en bas là, et qui contourne cette montagne s'ils ne sont pas passés dessus pour la mener là. Donc après, ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont pu les faire de l'hiver quand c'est gelé, parce que les sols gelés, si on a un traîneau, ça glisse mieux. Donc c'est une chose qu'on oublie aussi de temps en temps, mais en tout cas, il fallait quand même sur sol gelé, un camion de 10 tonnes ne bouge pas à 4 personnes. Il faut déjà organiser, qu'ils sachent faire. Donc ça, c'est dans la vallée du Dourdou, les statues de Somme Courte 1 et 3, qui sont au musée Fenaille pour celle-ci et celle-là, la maison de la mémoire à Saint-Afin. Qui est particulière parce que les mains sont un peu particulières sur celle-là. Des particularités, les bouches, alors il y en a très peu sur les statues menhirs, ce qui a fait dire que ça les a appelées statues muettes. Il y en a aujourd'hui 5 qui ont la bouche. La chasse utérale, Jouveirac, Léganel et Naramiège. Alors je laisse le grec un peu de côté parce que je pense que c'est une statue un peu plus récente. Alors c'est sûr même elle est plus récente. On trouve les mêmes modèles à Lunigiane en Italie, donc centrale, mais plus récemment, vers 1200 ou 1500 avant Jésus-Christ, alors que nous on est plutôt sur des statues qui sont entre 3000 et 2500. Donc ça c'est un modèle plus récent. Et par contre les autres, elles sont bien typiques pour les Rouergas, avec celle de Jouveirac qui est particulière, mais je crois que je vais le dire après. Pour celle de la chasse utérale, et si on regarde celle des Villas, c'est lac de la Randiège, qui est là-bas, le lac au bord de la Sainte-Ta. Elles ont des visages qui sont quasiment les mêmes. Alors pour moi, ce sont des masques. À se demander si c'est pas le même sculpteur qui a fait le visage, parce que stylistiquement, on ne le voit pas trop bien sur cette photo, mais c'est extrêmement proche. Avec des bouches en relief, des yeux comme sur les terrains aussi en relief. Pour moi, fait guère de doute qu'il s'agit plutôt de masques. Quand vous parlez de la chasse utérale, c'est le lieu, il est où? La chasse utérale, c'est à côté de Mion. Ah, c'est à côté de Mion, c'est Mion. Oui. C'est ça du de Mion. Oui. Mais qui sont, là où elles ont été trouvées, ça s'appelle la chasse utérale. Donc, c'est à côté, elles sont d'ailleurs toujours exposées à Mion. Et pour Jouveirac, j'ai vu, je crois que après, en fait, elle a 2 statues, une féminine, la dernière en face ici, et la plus ancienne qui est ici. Et quand ils ont changé de sexe statue, ils ont renversé pour planter la tête de la première en bas. Et c'est 2 statues féminines. C'est un des rares cas où c'est qu'on détruit l'effigie du personnage précédent. Et celle de Réganel a aussi 2 figurations, donc qui est sur pas loin de Montclar, et donc elle a un visage le plus expressif qu'on ait dans le groupe Rouergat, mais si on regarde ici, on a un bras d'une autre statue plus ancienne, qui est là. Donc en fait, ils ont regravé une statue ancienne pour faire la version qu'on a aujourd'hui. Balaguier, donc pas loin d'ici aussi, qui est une statue particulière, puisque c'est une statue qui suivant comment on l'éclaire, on va se retrouver avec soit on voit le poignard qui est ici, soit on voit la patte de l'oque qui est ici. Donc ici l'éclairage vient d'ici, là l'éclairage vient de là. En fait c'est une statue qui a 3 états. Le premier, c'est pareil, c'est une statue qui a été renversée, les pieds étaient ici, donc la figure de la première était ici, mais on ne sait pas où elle a disparu. Et quand ils la refont, ils font d'abord une statue masculine avec un poignard et son fourreau, et puis ils vont la féminiser en ouvrant l'anneau du poignard pour graver une patte de l'oque qu'on voit ici. Et ils vont mettre la deuxième branche du collier qu'on n'avait pas ici sur la masculine. Et ils vont mettre les seins ici, à côté là on ne les voit pas bien, mais ils sont à côté du visage. Monteis, c'est pareil, c'est une statue à la base masculine avec un poignard, un arc, et ils ont gravé des colliers et une patte de l'oque. Ils ont utilisé le poignard pour en faire une patte de l'oque en Y. Donc, qui est celle de Monteis, qui est aujourd'hui stockée à Toulouse, là-bas, à la société de
d'archéologie qui était dans une salle comme ça, sur le présentoir, sur le mur de la salle. Et bon, je verrai, puisque je vous ai dit, donc une statue inversée, avec la partie féminine, première partie féminine qui a été renversée pour faire une deuxième partie. Réganel aussi, je l'ai évoqué, le Vignac, je l'ai déjà évoqué. Et en fait, et la Gluas, qui est une statue classique, avec le poignard, le visage qui est ici, qui a été gravé, sur lequel a été gravé une espèce de graphisme schématique qu'on va retrouver tout à l'heure, je ne sais plus dans l'ordre des diapos, mais la suivante, sur les statues du sous-groupe de Tauriac, qu'on a ici, donc qui sont des statues schématiques qui sont trouvées pour la plupart dans la zone des mines de cuivre de la haute vallée du Dourdou. Donc Tauriac de Camarès, ici, Rouffignac qui est dans les Roms et dans le lac d'Avenne, juste de l'autre côté de Tauriac en fait, Sénome ici, la Verrière et le Planète qu'on va revoir. Donc toutes ces statues sont trouvées en contexte à proximité des mines ou des ateliers de métallurgie de la haute vallée du Dourdou. La Prade, comme la Gluas, sont en dehors. La Prade elle est sur commune de Coupiac, je crois. Et elle a été gravée de la même manière que celle de la Gluas ici, et un peu comme celle du Planète, avec cette espèce de graphisme qui fait le tour, et notamment sur les côtés. Ce qui est unique, il n'y a que sur ce sous-groupe où on le retrouve, cette bande qui fait le tour de toutes ces statues, ici, pas Rouvignac, mais la Prade et la Verrière. Donc toutes ces statues, elles présentent cette sorte de cape avec, sur la Verrière, plutôt un poignard quand même classique, comme on connaît classiquement, mais après avec des choses beaucoup plus schématiques. Alors ici, on peut évoquer un collier, mais pour ces noms, moi je pense plutôt à un pic de mineur, la forme de cet objet. Et pour le Planète, c'est une forme rectangulaire, on ne sait pas. Moi je me pose la question de savoir si on n'a pas affaire à quelque chose qui est lié à des galeries de mines, avec une perspective de représentation de la galerie, mais c'est une hypothèse invérifiable, mais qui, compte tenu du contexte, peut nous y amener. Ces statues menhirs, aujourd'hui on en a 160 qui représentent 180 personnages, avec des découvertes récentes un peu partout. On les a ici, Castor, Barastide, Longuecan, les Vidal, Staraviège, la Douée de Concorde, Montalet, le Planète, Philippis, Esplas, Lanquia. Donc il y en a de tout le groupe Boerga. Montalet, je l'ai trouvé avec mon épouse quand on prospectait en 2007, puis on l'a fouillé en 2010 avec un collègue du CNRS. Elle était en place, elle était couchée, cassée, mais son socle sa base était en place, elle est ici, là, la base, et elle a été cassée intentionnellement, sans doute de période historique, et la face a été piquetée par iconoclastie et pour le détruire, et donc elle a été abandonnée dans la lande de Montalet, qui est au sud, ici-ouest, par rapport à... Donc elle est au sud-est de Montalet. Et donc, on a daté un charbon qu'il y avait dans le calage, qui était en 2870, 2620 avant Jésus-Christ, qui correspondait, qui nous confirmait sur nos datations. Le lac de la Raviège, on l'a fouillé aussi en même période, elle était au bord du lac, sur un moment où le lac était bas, quelqu'un avait repéré une ceinture sur cette partie ici. Et quand on l'a vu, on avait vu ce V, on pensait à une statue menhir, une face statue menhir qui était ici. Et puis, quand on l'a retourné, en fait, on avait une autre face de l'autre côté, sauf qu'on ne s'était pas à l'époque imaginé qu'on pouvait avoir une statue à deux faces. Donc, pour moi, ici, on a la face la plus récente, et une face ancienne qui était ici. Parce que les colliers, ça ne correspond pas avec des choses qui sont ici. C'est probablement un visage en forme de V ancien. Un réemploi donc, de la statue. Et ça a été confirmé que c'est pouvait y avoir ce type de statue récemment par une découverte à Murat-sur-Vèvre, à la Triche de Concorde, donc c'est pas loin au sud-ouest de Murat. Donc d'une statue qui, sur les deux faces, présente une statue menhir. Avec sur la statue la plus ancienne, qui est une statue masculine avec un visage comme celui de Paille-Malpio, et son poignard tenu à la main, donc qui est contemporaine probablement de Paille-Malpio, et qui a été remplacée par une figuration qu'on a ici, qui est beaucoup plus particulière, avec un nez très carré qu'on ne connaissait pas, et cette espèce de plastron dont on n'a aucun autre exemplaire. Mais on sait que c'est la même, parce qu'ils ont
et on la suppose féminine, celle-là aussi, parce qu'il y a une chevelure qui part dans le dos, qui est ici, et qui vient recouper le bras, le visage et le poignard de la première. Donc on sait que ces traits sont en continuité avec ceux d'ici, donc ils passent quelque part par là. Et donc ils viennent reprendre cette statue. Donc une statue à double face. Et la litière haute là sur Saint-Juéry, qui a été trouvée aussi, qui a été trouvée à un moment, mais qui nous a été signalée il n'y a pas si longtemps que ça, avec une statue féminine extrêmement usée. À Castor, une statue qui est dans le, si vous allez là-bas, elle est dans un pilier d'une maison, en fait, c'est un réemploi de réemploi. C'était un fragment du château de Castor qui a été, quand la dame a rebâti son pilier pour tenir sa terrasse, elle a remis cette pierre là-dedans et quelqu'un a reconnu la jambe, le pied d'une statue médiévale. À la Bastide, celle de la Valroxillia, qui a été trouvée qui a été trouvée près de la Bastide. Ouais, c'est celle qu'on Non, ça c'est la Bastide. on a cherché l'autre jour. Oui. À Longcamp, la fourrure dans le temps, une avec la ceinture qui n'était pas connue, qui a été retrouvée aussi, qu'on a identifiée il n'y a pas longtemps. Et enfin, dans les Rougiers, là-bas vers Camarès, la statue de Philippis, dont on a avec ce bloc, qui fait quand même plus d'un mètre sur 50 d'été, qui est avec une double natte de cheveux, on a arraché. Donc ça représentait une statue menhir féminine, la plus grande qu'on connaisse du groupe Ouerga, qui devait faire autour de 3 mètres, 3 mètres 20 de haut. Donc énorme, mais qui a été retaillé. Ces blocs, il a servi de parapet de pont. Alors ce côté n'a pas été touché, mais tout le reste a été taillé pour faire un parapet du pont d'un pont de canal là-bas à côté du Mât de Jean. Et on a là, celle-ci fait 2 mètres, celle de Terral fait 1,60 m des poussières et les Vignac font 1,05 m. Toujours des découvertes récentes, l'Esplace, qui est ici, donc qui est une statue qui a aussi une statue féminine qui a remplacé une statue masculine, mais dans le dos, j'avais vu cette espèce qu'on appelait à l'époque le baudrier-anneau, c'est-à-dire un cartouche rectangulaire avec un anneau. Mais à Esplace, il y a aussi un arc qui est ici, et en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'à Saint-Jean de l'Hôpital, c'était la même chose. On a ce baudrier-anneau avec un arc. Donc pour moi, la représentation, en fait, c'est du carquois. C'est des gens à cette période qui font beaucoup de flèches et qui utilisent beaucoup l'archerie. Et donc pour moi, c'est des représentations de carquois et de l'arc. Le planet, donc, elle a été trouvé il y a en 2014, on me l'a signalé, je suis allé sur place. Et la parcelle était petite, donc au bord du ruisseau, insérée dans un ruisseau, derrière il y a une montagne qui monte abrupte. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle ait été déplacée. Donc j'ai demandé à faire des sondages à l'emplacement de cette statue, puisqu'on n'a pas d'informations sur leur lieu de découverte. Et j'ai découvert un atelier de métallurgie considérable qu'on fouille depuis. On y était encore, on y a passé 5 semaines cet été, on y est encore pour 5 ou 6 ans ou 8 ans, je ne sais pas, mais pour longtemps en tout cas, qui est composé de plus de 3 mètres de niveau d'ateliers, empilés les uns sur les autres, et qui ont transformé du minerai de cuivre de la région de Sénonne à cuivre pour le revendre, enfin, ou l'échanger dans toute la région Occitanie, mais plutôt côté Méditerranée que côté ouest. Donc cet atelier, là, ça fait 30 mètres de long sur 10 mètres de large, et on a des fours de métallurgie parfaitement conservés, on en a maintenant une vingtaine, comme ça qu'on a trouvé une vingtaine. On les a ici. Donc ce sont des ateliers qui fondent du cuivre et du plomb, à très très grande échelle. Des tonnes de minerais ont été utilisées, transformées dans ces ateliers. Donc l'atelier du Planet, maintenant on a élargi la fouille, donc il se développe. On avait un bâtiment avec une vingtaine de fours là, au même endroit, mais superposés les uns sur les autres. Il a vécu peut-être 50 ou 100 ans, on ne sait pas trop. Et ici il y avait un autre atelier avec une dizaine de fours, et là on en avait 4. Il y en a ici, mais on ne les a pas fouillés, on ne les fouillera pas. Et il y en a d'autres, on sait qu'il y en a d'autres qui apparaissent dessous. Et on a tout à fait au niveau plus bas des maisons qui passent sous les fouilles actuelles, qu'on fouillera dans 4 ou 5 ans ou 10 ans avec une autre maison qui était ici. Donc avec un village, au départ c'était un village, puis après ça s'est transformé en atelier, c'est un atelier quasi industriel de transformation du minerai.
On a trouvé sur l'atelier là un chemin empierré. Là, sur cette photo, il n'y est pas, mais il continue ici. On l'a fouillé. Il fait 20 cm d'épais avec des dépôts de plaquettes de schiste triées au tamis pour empirer le chemin. Donc, parfaitement une mosaïque un chemin complètement aménagé. On est en quelle année là? On est en quelle année? On est entre 2900 et 2500 avant Jésus-Christ. Le plomb n'était pas connu et à ce moment-là, il faut du plomb aussi dans cette région. Donc vous voyez qu'il était fait 1000 ans plus tard, mais en fait, ils ont inventé le plomb dans cette région il y a 4900 ans par rapport. On sait que c'est du plomb parce qu'on en trouve enfin... On fait des analyses. C'est des projets qu'on a tous les tours des fours. Alors c'est extrêmement pollué. Le site là est ultra pollué. On a des sédiments autour qui peuvent faire 10 ou 20%, qui peuvent contenir 10 ou 20% de plomb à proximité immédiate quand il s'agit de rejet. Après, dès qu'on s'éloigne, mais c'est quand même très très pollué. Et donc nous, on a des fragments de métal, on a trouvé des fragments on a tous les déchets, les scories, tout ce qui rejette. Et donc on analyse tout ça, mais je ne peux pas, ça me prendrait une heure pour faire ça. Et ces analyses nous montrent qu'ils utilisent des minerais à base de cuivre, à base de plomb, et qui mélangent tout ça et qui font des cuivres purs, des cuivres au plomb et des plombs purs. On a trouvé les 3 métaux, des échantillons des métaux sortis de ces fours. Et l'usage? Alors l'usage, je vais vous en parler. Donc qui c'est qui a fait tout ça? C'est des populations agropastorales qui sont devenues de vrais métallurgistes, donc qui vivaient dans la région principalement de 3700 et 2200 avant Jésus-Christ. Donc l'agropastoralisme a fait la richesse de la région à cette période-là, comme aujourd'hui. Donc ils font de l'élevage, on a beaucoup de restes d'animaux dans les grottes du Larzac, les os se conservent, et partout on a des graines carbonisées de blé, d'orge, de fèves, de pois. On les retrouve dans tous les sites, même aux planètes, là où c'est que pourtant c'est acide, les os ne se conservent pas, mais par contre les graines carbonisées sont très bien conservées. Donc pour l'agriculture, ce qu'on connaît, c'est ils ont utilisé beaucoup de haches. Dans la région, on a trouvé quantité avec des meules, donc en Moudre-le-Crin, qui ont été trouvés un peu partout. Tout ça, ce sont des vestiges de ces périodes-là. Avec des lames, ici, en roche particulière, qui est la sidérite Christa, donc qui vient d'un côté Christa, comme son nom l'indique, et qui était emmanchée sur des gaines en bois de cerf qui servaient d'amortisseur, parce que c'est relativement fragile, sinon les haches explosaient trop facilement. Ils ont une céramique assez abondante avec donc ils font des pots. Alors c'est pas de la très très belle céramique pour le néolithique, mais en fait il y en a quelques-uns qui sont sympathiques avec des pastilles, des triangles, et puis des grands vases de stockage pour les céréales et pour l'eau. Cette métallurgie, elle est précoce et de grande ampleur, je vous ai dit. Ça c'est l'entrée de la mine Bouche-Payrol donc à Ouire, avec là les escaliers qui descendaient dans la mine. Ici on a 17 mètres de haut. Et tout ça, ça a été vidé par les néolithiques. C'est-à-dire sur 40 mètres de haut, 17 mètres de haut, 15 mètres de large, ils ont vidé des milliers de mètres cubes de cailloux. Mais pour le faire, on a ici les traces qu'ils ont fait, il faut amener du bois, faire du feu, parce que ces roches sont extrêmement dures, donc il faut faire du feu et leur taper dessus avec des marteaux à pierre, pour les faire éclater une fois que la chaleur a fait son effet. Sauf que pour faire, sur ces roches-là, pour faire 2 ou 3 mètres carrés sur 2 ou 3 cm, il faut à peu près 2 ou 3 stères de bois. Donc vous imaginez les quantités industrielles de bois que ces gens-là ont traîné, le temps qu'ils ont passé et le nombre de coups de marteau qu'ils ont mis là-dessus pour les éclater. On a aussi des outils à calcul qui servent à concasser le minerai derrière. Ces gens-là, ils ont fait aussi une riche industrie sur os et bois de cerf. Donc ils savent faire des pinces à épiler, des aiguilles, des poinçons pour tout un tas de choses, des haches marteaux. Des haches, des gaines pour tenir les haches en pierre, et puis des choses plus qu'on connaît. Alors ça, c'était trouvé dans une tombe, donc c'était cousu certainement sur un vêtement, des plaques décoratives sur un vêtement. Et ça, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais sans doute à manger au bout d'un bois, parce qu'il y a trois rivets, enfin 3 perforations de pilotage. La métallurgie, ce qu'ils font, c'est ils transforment donc les minerais qu'on trouve dans la région, ils vont en faire du métal qui est ici, et ils vont en faire des perles, beaucoup de parures,
beaucoup de pendeloques, de perles de toutes sortes. Quelques laines, c'est la laine qui a le plus remplacé les outils à os et à silex. La laine à cuivre, parce que ça, pour perforer les vêtements, c'était beaucoup plus performant que l'os ou le silex. Quelques hanches, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, et quelques poignards. Alors, le problème des poignards et des hanches, c'est que c'est des éléments qui sont lourds, qui sont facilement repérables. Et on sait, nous, avec l'expérience sur Planète, qu'ils ont produit des tonnes de métal. Et dans toute l'Occitanie, on connaît 20 ou 25 kg d'objets en métal. Donc là, le cuivre se recycle à l'infini. Donc les pilleurs de tombes et le recyclage, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer qu'on retrouve dans les dolmens beaucoup de petites perles comme ça annulaires. Plus rarement celles-ci. Celles-là, on les a retrouvées dans des grottes sépulcrales qui étaient plus difficiles d'accès. Mais dans les dolmens, on a souvent, et pourtant il y en a plus de 1000 dans la région, on a beaucoup de petites perles et beaucoup de petits objets parce qu'ils ont été pas vus. Mais les gros objets ont été emportés et refondus. Donc dans la parure, ils en font donc, toujours en cuivre avec beaucoup des gros colliers dans la grotte du chat à Roquefort, donc un magnifique collier qui a été trouvé à la grotte du chat. Et puis ils en font beaucoup avec toutes sortes de matériaux, des petites perles en calcite, avec des dents d'animaux, des défenses de sangliers ici, de tout. Donc on en a des quantités, des perles comme ça dans les dolmens, il y en a des dizaines de milliers. Elles font 1 à 5 mm de diamètre pour 1 mm d'épais. Donc il faut les trouver au tamis parce que sinon c'est compliqué. Ces perles avec ces petites ailettes aussi, c'est assez courant. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve en fait dans ces colliers, c'est pour ça qu'on les a sur les statues menhirs. Cette parure abondante d'un collier, on la retrouve sur en gravure sur les statues menhirs. Ils importent, alors ils font beaucoup avec des chailles locales du secteur de Roquefort, là où il y a beaucoup du Larzac, tout autour du Larzac, il y en a d'ailleurs. Il y a de mauvais silex qui va servir à faire ça, mais de temps en temps ils importent des choses plus loin, comme ici ces 3 poignards, qui viennent du Grand Pressigny en Indre-et-Loire. Donc l'Indre-et-Loire, c'est par la porte à côté quand même. La Touraine là-haut, c'est loin. Donc il y a des réseaux d'échange à grande distance et sans doute en contrepartie du cuivre qui est parti là-haut. Il y a des travaux qui sont en train d'échayer de l'autre côté. Ils ont fabriqué de nombreux dolmens. Si vous êtes allé dans la région de Saint-Afrique, il y a celui qui est très beau de Moussac, qui vaut le coup d'aller voir, celui de Crassus qui est au bord de la route, qui est très beau, de Tiergue, mais dont il ne reste que le squelette en fait à Tiergue. Mais ce qu'avaient pas vu les collègues, c'est que sous le dolmen de Tiergue, si vous y allez, vous verrez qu'il y a une faille qui le traverse. J'ai un doute que ce soit le hasard qu'ils aient installé le dolmen sur cette faille, ce qui est le cas pour d'autres qu'on a trouvés dans la région. Ils ont aussi aménagé ou fait des feux dans des grandes grottes sépulcrales qui sont de véritables sanctuaires. Ça, c'est dans le sud du Larzac, où on a en haut là-haut des colonnes qui font 15 mètres de haut. Et c'est tout noir dessus, parce qu'ils ont fait d'énormes feux là-dedans. Pourquoi on n'en sait rien, mais ils ont dû faire des cérémonies parce que il y a des dépôts de vases de mobilier dans ces chaos rocheux, ça ne peut pas être habité. Donc certainement un sanctuaire néolithique. Celle du cimetière, c'est pareil, c'est une grande grotte qui elle a été aménagée comme un dolmen, avec ici d'énormes blocs, celui-ci fait 6 mètres cubes à peu près, et avec une porte sur un linteau qui est pas énorme. Des fois on se dit est-ce qu'il va tenir, mais bon, il tient depuis un moment quand même. Donc ça a été aménagé comme un dolmen. Il y a une grande salle, il y a un pilier au centre avec, on ne le voit pas bien, mais il y a un aménagement de dalle verticale qui délimite l'espace sépulcral. Donc c'est là aussi certainement un sanctuaire, un cimetière enfin de chez Java avec un sanctuaire. Donc des choses qui ont à voir avec le monde des morts et avec le monde souterrain, ce qui me confirme un peu quelque part l'histoire des statues menhirs qui représentent des personnages passés dans le monde d'en bas et qu'on a réinterprétés sous forme dans les pierres. On a aussi ces agriculteurs, ces métallurgistes, mais aussi les chirurgiens, ils ont préparé à grande échelle plus de 200 préparations avec 70% environ cicatrisés. Donc celui-là qui a été 2 fois, il a eu 3. Bon, avec du silex et des plantes, je sais quelle plante pour l'endormir, ça devait être un peu quand même. Bon, il paraît que c'est pas très compliqué. Donc on a dans la région. Faut essayer. Moi je ne sais pas. Non. On n'a pas le choix. Ouais, on ne sait pas pourquoi, si c'était lié à des coups, à des crises d'épilepsie ou autre chose, on ne sait pas.
Donc il y a un très riche patrimoine mégalithique de pierres dressées, de dolmens et de statues menhirs et une importante exploitation des mines de cuivre, ce qui nous amène, pour terminer, un enjeu majeur, c'est préserver et valoriser ce patrimoine exceptionnel. Ces statues menhirs sont uniques en Europe, c'est le groupe le plus nombreux et le plus expressif d'Europe. Il n'y en a pas ailleurs comme ça, aussi regroupés. Il y en a encore, il y en a 20 au musée Fenaille, mais il y en a 40 pour le sud d'Aveyron, chez les gens, chez tout le monde. Plus de 40 même maintenant. Et donc, je pense qu'il serait quand même bien, à un moment donné, qu'on arrive à les mettre en valeur et à les préserver. Donc, on avait fait cette exposition à Saint-Afrique qui avait eu un franc succès, où on avait des gens qui étaient venus de très loin même pour venir la voir. Où c'est que d'habitude ils ont 150-200 personnes, et là ils en avaient 1000 dans l'été. Donc, je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Les cairns existent depuis quand? Vous en avez parlé au départ. Les premières pierres dressées sont les plus anciennes a priori. Les tombes sous forme de dolmen viennent après en Bretagne, ça c'est sûr, on est vers 4005. Là ils commencent à dresser des tombes. Et on sait que les pierres dressées sont plus vieilles parce qu'ils ont réemployé des pierres dressées sculptées dans les cairns, donc Gabrinis, où c'est qu'il y avait un énorme menhir de 8 ou 9 mètres. Ils ont coupé en deux, ils ont mis, il y en a une partie qui est dans la table des marchands, donc sur le site sur une île, et l'autre il est à côté du menhir d'Elcra dans un autre dolmen. Donc, et les deux bouts rejoignent. Le chercheur a vu qu'il y avait des gravures qui avaient été coupées, et il a vu que ça correspondait. Donc en fait, on est sûr que les pierres gravées verticales sont antérieures au dolmen. Ces dolmens apparaissent vers 4500. Nous, dans la région, on n'en sait rien du tout, parce qu'on n'a pas fait assez de recherches. On a un manque de recherche considérable sur les pierres dressées sur les dolmens. On a 3000 dolmens dans la région, 2000 pierres dressées. Des datations sur les statues menhirs, il y en a une, c'est Montalet. Une seule, sur Montalet. Un fort soupçon, c'est le Planète, mais je ne l'ai pas datée directement, mais elle est dans le contexte de l'habitat de l'atelier, donc je suis à peu près sûr qu'elle est contemporaine, mais elle n'est pas bloquée par quelque chose qui me dit qu'elle n'aurait pas été faite 300 ans plus tard, donc je ne suis pas tout à fait sûr. Les dolmens, les datations sur les dolmens, sur les 3000, il doit y en avoir 4 de datés. On connaît un peu le matériel qu'il y a dedans, mais ils les ont utilisés sur une longue période, souvent 1000 ans ou 1500 ans, on ne sait pas quand ils les ont fabriqués. Et pour les menhirs, ce qu'on appelle les menhirs, on n'en a daté aucun. On n'a fait aucune fouille autour. Donc, pour moi, les plus anciens sont dans la région, dans la bordure méridionale, entre l'Hérault et la Lozère, et peut-être la montagne noire, mais je pense plutôt quand même l'Hérault la Lozère. Et ça demanderait des recherches. Sauf qu'on se heurte. Ça demande peut-être des chercheurs, non? Alors ça demande des chercheurs. Il y a peu de gens formés à la recherche, à ce type de recherche en France. On forme beaucoup de gens qui étudient la poterie, beaucoup de gens qui étudient le silex. Mais sur ça, rien. Les services de l'État, quand on demande quelque chose, ils demandent, pour les élus, vous devez le savoir, hein, vous demandez quelque chose, ils vous en demandent, et quand il y en a comme ça, il en faut encore mettre de plus. Donc, ça freine aussi les recherches. C'est compliqué, il faut le reconnaître, je ne dis pas que c'est simple, mais ça serait, on pourrait avancer à condition de mettre en place des programmes sur une génération où on pourrait avancer. Il y a une étude pour savoir ces populations, si elles venaient du Moyen-Orient puis à l'Italie ou... Oui, les études génétiques sont en cours, ont été menées à la Grotte des Treilles justement. On sait qu'on a une partie de la population dont les pères viennent plutôt du Moyen-Orient, puisqu'il avait fait un article, mais l'article est plus comment dire, est moins affirmatif l'étude est moins affirmative que l'article. Dans l'article du journal, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers paysans de Roquefort venaient d'Anatolie. En fait, oui, parce qu'on a tracé
remplacer un gène qui permet l'assimilation du lait. Les populations de la région ne savent pas assimiler le lait. Et toujours, il y en a encore qui n'assimilent pas le lait parce qu'on n'arrive pas à le transformer en caillé dans le restaurant. Mais les populations qui sont venues d'Anatolie, qui étaient au contact du lait de vache depuis plus longtemps, elles avaient acquis ce gène de transformation du lait à lactase. Et donc, on les retrouve ici. Mais ce qu'on ne sait pas, si ces gens-là, c'était une histoire de gens qui avaient 20 générations, qui s'étaient passées, ou 30 générations. Donc, oui, on sait que les paysans, ça c'est sûr, ils viennent de proche en proche, depuis l'Anatolie, puis l'Europe de l'Est, puis l'Italie. Pour nous, notre région, c'est le courant méditerranéen qui va loger la Méditerranée et la Méditerranée, et qui va venir jusqu'ici à Périgueux, notamment vers Béziers, dans la zone de Béziers-Agde, où on a des sites du néolithique ancien vers 5800 Jésus-Christ. Donc ça, c'est des communautés de paysans qui arrivent là. Et puis après, ils se disséminent, mais ils arrivent dans un monde où il y a déjà des chasseurs-cueilleurs qui sont encore là, qui ne sont pas des paysans, mais qui visiblement n'ont pas résisté très très longtemps dans la région. Et donc ils vont remplacer petit à petit toutes les populations de... Alors il y a eu sans doute plusieurs vagues, il n'y a pas eu qu'une arrivée de ces populations, mais nous, les populations d'ici, donc ces études génomiques existent. Ce qu'on sait, c'est que vers 2000 ans avant Jésus-Christ, là on a beaucoup de monde à cette période-là dans la région. La densité des sites le montre. Sur la carte du début là, que j'avais montré. Donc tout ça, et encore il manque tous les sites d'habitat. Donc tous ces sites, ce sont des sites de cette période. Donc il y en a beaucoup. Si je mettais les sites de vers 2000, entre 2000 et 1500, la carte elle serait toute totalement claire. Il y en aurait 50 sites, peut-être c'est tout. Au lieu de 3 ou 4 000. Donc il y a une disparition, un effondrement des populations inexpliqué. Alors potentiellement une zoonose, mais on n'en sait rien. Il y en a qui avaient dit le climat, mais bon, je ne crois pas parce qu'on a des choses variées, et puis s'ils n'étaient pas là, ils seraient descendus vers la Méditerranée, ils auraient trouvé ces générations. Je pense parce qu'il y avait des rivières, puis ils se sont installés là, dans le Ouergue et Tarn, parce qu'en fait, on avait besoin de l'eau. Alors, oui et non. En fait, il n'y a pas une cause unique. Il n'y a pas une cause unique. Ils connaissaient le tissage quand même. Oui, mais ils le connaissent à la main. Donc c'est du tissage avec. Ils ont besoin d'eau pour planter, on appelle ça le cambou là. Non, en fait, parce qu'ils sont sur le Larzac, où il n'y a pas d'eau. Non, mais je parle d'ici. Oui, mais c'est les mêmes. Donc il faut s'imaginer. En fait, c'est une complémentarité entre les terroirs. Ce qui a développé l'agriculture dans cette région, c'était qu'ils trouvaient à la fois des terrains à des endroits propices pour faire du jardinage, de l'agriculture, des espaces d'élevage, de pâture. Ils trouvaient dans les forêts, ici, pour ceux qui connaissent un peu, qui se baladent dans la région, sur les versants sud un peu clairs, vous avez de l'herbe dans les bois. Vous n'avez pas des forêts impénétrables, donc vous pouvez faire pâturer des animaux. Nous, on a le sylvopastoralisme, on le pratique encore aujourd'hui. Ces gens-là le pratiquaient. Donc c'est des complémentarités entre tous ces petits terroirs qui ont fait qu'il y avait qui a fait qu'il y a une richesse avec un climat qui était à la fois assez varié, sans être ni trop brutal, ni trop sec, ni trop froid, ni trop humide. Donc c'est un peu comme on l'a connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc ça a facilité le développement de l'agriculture et de l'élevage. Pourquoi il y aurait eu une chute comme ça de la... Une maladie liée peut-être à une épidémie, Covid, des brebis ou des poules. Une vache folle, vous n'avez pas le masque. Une vache folle. Et ça va mettre 1000 ans avant que ça revienne. Le climat il peut se détériorer. Oui, mais les gens se déplacent, ils savent s'adapter. Oui, ça s'adapte. Les gens, non mais là, ce sont des paysans, ils vivent dans des... Alors, je n'ai pas parlé de l'habitat, mais ils vivent dans des maisons qui font 10-20 mètres de long, 6 ou 7 mètres de large. L'habitat en grotte, ça n'existe pas. C'est de l'occupation temporaire, je ne sais pas quoi. Si vous allez vous promener là, dans la région de Montpellier, ici, là, il y a un village qui s'appelle Cambous qui a été restauré avec des maisons. Vous avez la grande maison, elle fait 27 mètres de long sur 8 mètres de large. Et il y avait tout un village fait de maisons comme ça. Donc ces gens-là savent construire des maisons. Et même 1000 ans avant. Ce ne sont pas des nomades. Ah non, ils ont créé des sites.
Non, ça ce sont des gens, Ce sont des gens qui se sont sédentarisés. ce sont des paysans totalement sédentaires. Quand ils arrivent par, parce qu'ils conquièrent de nouveaux territoires, mais ils s'y installent, ils y restent. Et puis ils vont de proche en proche, ils vont plus loin. Mais ils sont totalement sédentaires. Pour moi, la transhumance à ces périodes-là, dans ces régions-là, ça n'existe pas. Ils ont d'abord des petits troupeaux, parce que quand on parle de troupeaux, ceux qui ont connu la fin du 20e, enfin le milieu du 20e dans la région, il y avait des troupeaux encore avec 10 ou 20 brebis. Donc de nos grands-parents ou de nos parents, ils avaient 10 ou 20 brebis quand ils étaient jeunes. Donc les troupeaux, et ils vivaient sur des petites surfaces, un complément, en ramassant du blanc pour les cochons, de la châtaigne. Enfin, ce que faisaient ces gens-là, le mode de vie néolithique, il s'est arrêté en 1950. Sauf qu'en 1950, on avait des outils en fer, et eux, ils avaient des outils en pierre. C'est la seule grande différence qu'on avait. Mais le reste, c'était de la vieille autarcie. Bon, évidemment, ils n'avaient pas le café et le tabac à cette période-là, mais ils fumaient des champignons, des herbes. Probablement, ils connaissaient la médecine. Et la translation de tout ça vers la Bretagne, ça s'est passé comment? La Bretagne est occupée, l'émigration de la Bretagne arrive par ce qu'on appelle le grand courant danubien, c'est-à-dire c'est un courant qui vient d'Europe centrale, qui passe par le nord, le Danube, donc il remonte, et il va passer par le nord de la France, et il va aller jusqu'à la Bretagne. Nous, on est sous influence méditerranéenne, avec le courant méditerranéen, le courant cardiaque, qui longe toute la Méditerranée, l'Italie, et qui arrive jusqu'ici. Et dans les deux cas, ils ont des dolmens et des menhirs. Oui. Alors il y a des changements on sait qu'à un moment, il y a des changements d'idéologie, de croyances. Mais par contre, alors, autant on peut arriver à montrer que des choses sont anormales. Quand ils installent un dolmen, enfin anormal, particulier en tout cas, ils installent un dolmen sur des failles avec des phénomènes de convection importants, qui bâtissent dans des chaos rocheux invraisemblables des structures qui font des dépôts. Par exemple, à Roquefort, il y avait beaucoup de dépôts dans les florines de Roquefort. Quand ils ont creusé les caves, ils ont trouvé plein de dépôts de ces périodes-là. Donc, il y a des dépôts avec une sanctuarisation, des croyances liées au monde souterrain, à ces choses-là. Ça, on peut matériellement prouver que ça existe. Maintenant, les pensées déjà de ces gens-là, c'est impossible. Alors, nous, ce qu'on fait, on cherche, on lit, on étudie ce qu'ont fait les ethnologues. Les ethnologues sont allés se balader à toutes les populations du monde. Plus ou moins avancés, si on peut dire parler d'avancés, enfin, en tout cas qui allaient vers le modèle économique, mais aussi sur des populations qui étaient beaucoup plus traditionnelles. Ils ont fait des relevés, et la seule chose qu'on va déduire de ça, c'est que les modes de pensée et de croyance des hommes sont extrêmement complexes et extrêmement variés. Et qu'on a toutes les chances de se tromper en parlant si on voulait affirmer vraiment ce qu'ils pensaient. Par contre, il y a quand même des grands fondamentaux. Les croyances dans les mondes souterrains, liées à la pluie, au beau temps, enfin, aux événements de climat en général. Toutes ces choses-là, liées aussi au sort, au devenir des âmes ou des gens, toutes ces choses-là, ils y sont, mais sous des formes souvent extrêmement variées. Donc, on a du mal à On ne peut pas recouper entre elles. non, on ne peut pas transposer. Par contre, ce qu'on le fait, nous, on essaie de le faire avec toutes les précautions possibles, mais on essaie de voir quand même les choses, les grandes tendances, ce qui nous convient le plus souvent. J'avais fait une conférence à Strasbourg, avec l'université de Strasbourg, avec des anthropologues, justement, ethnologues de Strasbourg, sur ces thèmes-là. Et en sortant de l'archéologie pure, il y en a là vers justement tout ce qu'on pouvait voir qui posait des questions. Et moi j'avais fait une conférence, et après il y avait une personne qui avait fait une autre conférence sur des sociétés rurales d'Indonésie qui avaient des pratiques magico-religieuses incroyablement complexes. Et donc on avait essayé de dialoguer entre ces deux. Et alors, dans des sociétés agricoles, parce que souvent ce qu'on fait dans les archéologues, c'est de comparer des sociétés agricoles comme celles des néolithiques avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs d'Amazonie ou d'Australie. Mais eux, ils vivent dans des mondes différents, ils ne les cultivent pas. Et le fait de cultiver, d'élever, implique des façons de penser, de croire, d'agir, qui sont différentes de quelqu'un qui vit que de la chasse et de la cueillette. Et donc, ce dialogue avec ce chercheur qui venait d'Indonésie était extrêmement intéressant. Il nous montrait justement les cheminements qu'on pouvait essayer d'avoir pour essayer de comprendre ce que ces gens-là avaient fait, qui sort du rationnel. Parce que si on parle d'archéologie d'aujourd'hui moderne, comme elle est enseignée,
c'est une archéologie matérialiste. Sauf que ces sociétés sont totalement non matérialistes. Elles ne font rien sans faire des prières, des croyances, des rites, des choses comme ça. Mais l'archéologue d'aujourd'hui, il est scientiste quelque part. Moi j'aime la science parce qu'on en a besoin pour aller étudier. Moi pour se tracer le cuivre, j'ai besoin de savoir les isotopes de la mine, du métal et où c'est que ça va. Mais je n'en fais pas l'alpha et l'oméga. Il y a des gens qui en font l'alpha et l'oméga. Et ce biais-là, parce qu'il est facile à démontrer d'être très matérialiste, fait que beaucoup d'archéologues n'ont pas travaillé sur le sens que pouvait avoir toutes ces choses-là. Il n'y a pas longtemps, avec un collègue, on avait eu une discussion qui me disait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et je dis oui, mais écoute, moi, si tu étais venu dans ma maison, là, tu trouves un bouquet de laurier. Dans ma cuisine, elle s'est effondrée, ma maison est détruite, il y a un bouquet de laurier. Un archéologue, il a dit quoi? Il est dans la cuisine. T'as fait la soupe avec? Il m'a dit. Ben non, c'est mon père qui était venu le mettre, parce qu'il avait fait venir le jour des rameaux. Et ce laurier, dont je peux faire la cuisine, il avait comme force symbolique de me protéger la maison. Et on pouvait avoir la même chose, on aurait pu faire la même chose avec ce même bouquet de laurier dans une faculté de la bergerie. C'est pas très vieux, il y a 70 quand j'étais encore un peu jeune, mais je commençais à me rappeler. Quand on avait des brebis malades, j'ai dit qui c'est qu'on appelait? Il me dit mais t'appelais le vétérinaire. Mais je dis mais les vétérinaires on n'en avait pas. Guérisseur. Et oui. Je sais, je l'ai connu mon plat. Alors vous on allait chercher le curé de Saint-Félix de Sceaux. Et il dit mais ça, matériellement, c'est invérifiable, c'est improuvable. Moi j'ai fait à Saint-Vincent la procession. Tous les mois de mai, là, on allait faire la procession, on montait à la Croix du Grès, c'est 20 km de l'église, pour protéger les récoltes et les protéger les récoltes et les animaux contre la grève. Donc, 1980, les curés, il y a moins, la procession s'arrête, mais 79, je ne sais plus. En 82, on a un orage terrible sur le plateau de Saint-Vincent, de grêle avec des crayons énormes qu'on n'a pas voulu du rejoindre. Mais il y a mal tout ravagé. Je me suis pris une envoyée par mon père. On n'allait plus à faire les prières et que le bon Dieu me le rendait. Donc ces choses-là, ça prête à sourire, mais quelque part, ça en dit long sur notre manque de compréhension de la culture. Et pourquoi on a arrêté à un moment de fabriquer ces statues? Changement alors, l'arrêt des statues menhirs, il y a des changements d'idéologie de temps en temps dans le cycle. On sait qu'elle s'arrête avec l'âge du bronze. Mais l'âge du bronze revient aux histoires d'ADN. On sait que des populations reviennent de l'Europe de l'Est, de la mer Noire, des populations qu'on appelle les Yamnaya, qui viennent à cheval et qui vont remplacer, même dans le génome, toutes les populations néolithiques. Donc on a plus de génomes des populations qui viennent du nord de la mer Noire, d'Ukraine et compagnie, que des anciens néolithiques qui ont fait les statues menhirs. Donc ces gens-là, ils arrivent, mais ils arrivent avec d'autres idéologies. Et eux, ce sont des guerriers. Ils arrivent avec les chars, ils sont armés, mais eux, c'est des guerriers. Et là, les femmes, elles vont disparaître quasiment de la représentation. Sauf quelques cas vers la fin, vers l'âge du fer, où là, on a quelques princesses qui sont sans doute des héritières de familles importantes qui, elles, vont quand même avoir un statut qui vont faire qu'on va les enterrer, comme la princesse de Vix avec son char et son énorme cratère. Il y en a quelques autres cas comme ça, mais qui ne sont pas très nombreux. Mais sinon, les statues féminines disparaissent, et là, on est vraiment affaire à des élites guerrières qui, elles, affirment le pouvoir par les armes. Là, on est peut-être plus sur des chasseurs, des gens qui défendent leur territoire, mais pas guerriers au sens d'organiser des razzias. Même si les gens de Corse sont descendus dans la région de Montpellier de temps en temps pour aller piquer des stocks où on a des traces dans des dolmens avec des morts tués par flèche, notamment. Et des points on a un poignard aussi en cuivre qui est planté dans une vertèbre d'une porte du pas de Julier, pas loin de Trèves dans le Gard, mais qui est quand même qui est toujours dans cette zone ici. Et c'est arrivé, c'est quoi? C'est 1000 avant Jésus-Christ? Les populations juives arrivent vers 1500, 1800 avant Jésus-Christ. C'est au moment de cette là.
Mais le problème, c'est qu'il semble que les populations néolithiques se sont effondrées en main. Et donc, on a une période là qui nous manque, où c'est qu'on a commencé à voir des choses qui arrivent, mais on n'a pas autant de monde et on ne sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'il y a moins de sites, et donc on est moins étudié. Est-ce qu'on peut faire le lien avec les statues phalliques qu'il y a en Corse? Alors, le lien, d'un point de vue de la pierre, oui, mais les statues de Corse sont plus récentes. Justement, elles passent on est dans l'âge du bronze, l'âge du fer, donc on est sur une représentation qui est complètement différente. En fait, les populations néolithiques doivent retourner autour de l'ancêtre, de la famille, du clan, quelque part. C'est plutôt ça. Et après, c'est des élites. Et de temps en temps, ils se font la guerre. Puis quand il y en a un qui a pris le raclé, les statues qu'il avait érigées lui, elles sont toutes cassées comme Autriès, on a fouillé Philippe sur Larzac, où il a trouvé 30 ou 40 stèles qui ont été dressées vers le 7e, 8e siècle avec des grands guerriers de 3 mètres de haut. Et puis 150 ans après, elles sont cassées. Bon, comme cassées, ils ont fait, la plupart ont fini un morceau comme ça. Et celles qui n'ont pas fini comme ça, elles sont servies de reconstruction d'une tombe plus récente. Et en cachant toutes les figurations et les mettant à l'intérieur du talus. On n'avait que les pierres lisses à l'extérieur. Donc elles ont été vraiment complètement, ils ont été réunies. Donc il y a des destructions, c'est des sociétés beaucoup plus guerrières qui arrivent avec l'âge du bronze. D'abord ils ont des armes davantage, puis ce qu'on oublie c'est le cheval qui a un impact important parce que évidemment vous êtes à pied, vous voyez arriver des gens à cheval, vous avez beaucoup de limites. Par rapport aux statuts aussi anthropomorphiques des regards et tout ça. Alors, le groupe du Gard, c'est des figurations. Non, mais c'est. Je crois que j'en ai appelé à la fin. Voilà, ça c'est le Gard, le lac de Nord-Oriental, mais c'est la même filiation, les datations sont à peu près les mêmes. On est dans les mêmes datations. Je ne les ai pas mis, je les ai pas. Il y en a quelques-unes qui sont plus petites, qui font 40 cm, qui sont en Provence, qui sont elles un peu plus anciennes. J'avais vu une exposition en latte, où c'est qu'il y avait oui. celle de chez nous et de celle de là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de représentation. Ça c'est les mêmes, mais quelque part, on a des choses qui se ressemblent. Alors ça c'est celle du pas du goût à Unès qui a été trouvée il n'y a pas longtemps, où on a un poignard avec une grosse ceinture et des bras qu'on pourrait voir ici. Sauf ça qu'on retrouve uniquement sur la statue que je vous ai montré là du bois de Moussu. Mais la forme de la boucle avec celle ici de la Bouscadier pourrait être la même, et le poignard ici de Couffignette qui est à côté de la sabotage à bout peut être assez semblable à ça. De même pour Jérusalem, c'est une statue féminine donc avec des colliers, avec des grosses perles segmentées, et on a la même chose ici au Pêche du Lac, là sur le plateau là au-dessus qui est quand on monte vers la ville, là, tout à fait en haut à droite, elle a été trouvée, au sommet, avant la moitié de mon frère à droite, avec les petits seins pareils, et les padelogues, les perles bien marquées comme ça. C'est la seule où on a les perles marquées comme ça, mais qui a été malheureusement abîmée. Justement, à Montfranc, je trouve que c'est bizarre qu'on n'en ait pas trouvé, on en trouve un peu partout ici, Balaguier, Saint-Crépin. Il y en a des à Montfranc. Laquelle? Oh, j'ai plus la liste, mais j'ai perdu. Il y en a tout ça. C'est Montfranc, si, il y en a. Alors Montfranc, ou à côté, si, il y en a plein à Montfranc même. Parce que Saint-Crépin. Non, mais sur la carte à nous, là, il y en a plein. Donc, je me retrouve bien. À Ouradous, par exemple, il y en a 3. Pêche Réal, Bon Espoir, Le Puget, les deux. Donc tout ça c'est dans le Plot du Roi qui était pas loin là-haut à Escou, la Bourrie de Blammy. Il y en a une à Nicoule sur le plateau pratiquement en haut là-haut. Donc si, il y en a. Alors pas trop vers. C'est un peu plutôt rocassidière. Voilà, là-haut. Donc je me pose la question si elles n'ont pas été cachées ou utilisées pour des maisons, des seuils de. Ah oui, c'est sûr. De bâtiments. Dans les églises aussi. Celle-là, elle a été taillée, elle a failli finir dans un bâtiment. On a connu une à Beaubré, à Lucande, qui était un angle. Au Maziel, il y en avait une, oui, on la connaît partout. Moi, quand je vois tous les linteaux de tous les
seuils de porte et toutes les marches d'escalier. On a envie de le retourner. Je me dis combien il doit y en avoir, mais je vais pas me mettre à démonter toutes les maisons de la région, sinon je vais faire un guirlandais. Par contre, quand c'est la ruine, ça vaut le coup de faire les ruines. Quoi. C'est le raffiné était dans Elle un faisait foyer. pierre d'âtre. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'elle est totalement effacée. Oui, elle a servi oui, elles ont servi. Celle de Serre, là, donc à Combray, il avait pavé sa cour, Bernard Bell, et puis il joue sa soeur qui est le matin à la lumière rasante, elle voit la figure de la statue qui apparaissait. Parce que quand on les éclaire, là on les voit les photos un peu bien parce qu'elles sont éclairées à lumière rasante. Mais quand vous mettez un flash en face, on voit rien quoi. Souvent elles ne se voient pas. Là c'est les lumières rasantes qui permettent de les voir aussi bien, mais sinon elles ne se voient pas. Et donc, et celles-là, elles sont bon, là je choisis toujours un peu les mieux conservées, les plus, voilà, on va présenter. Mais il y en a qui sont totalement usées. Quoi. Vous continuez à en retrouver régulièrement? Moi non, j'ai trouvé quelques-unes, mais moi non, mais les gens en trouvent régulièrement. Ça va pas signaler. Est-ce qu'on pense savoir pourquoi on les regravait? Non, alors il y a deux options. Il y a l'opportunisme, c'est-à-dire enfin, soit on ne sait pas, mais quand même la plupart du temps on garde la figure humaine. On ne cherche pas la figure. Sauf le cas de Jouvérac et de Balaguier, mais sinon on garde toujours la même figuration. On enlève les attributs d'un sexe pour mettre vers l'autre, mais on garde. Donc il peut y avoir une appropriation, une continuité, on ne sait pas. Dans le cas de Jouvérac, où on fait exprès de la renverser, de planter la tête la première en bas, je soupçonne qu'il y avait quand même une volonté manifeste de saboter la précédente. Et là, c'est une femme qui remplace une autre femme. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu un problème de message. Mais bon, en tout cas, c'est le constat qu'on fait. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est les femmes qui remplacent les hommes. Est-ce que c'est parce que c'était des chefs ou est-ce que c'était plus... On sait pas. Alors, l'histoire des chefs, des religieux, des prêtres, tout ça doit s'abriter. Ça qu'on puisse savoir exactement. Est-ce que c'est une figure de personnalité réelle ou d'un mythe, d'une figure mythique? On ne le sait pas. Moi, je pense que c'est plutôt des figures réelles parce qu'elles sont quand même particulières, elles se ressemblent toutes, elles ont l'air de famille, mais elles sont individualisées quand même chacune. Donc déjà pas la même personne qui les a fabriquées, parce que si c'était la même, on retrouverait la pâte quelque part. On en a quelques-unes où il semble qu'on ait la pâte, mais pas tant que ça. Donc c'est probablement pas le même sculpteur, parce que le même sculpteur, il va quand même tendance à reproduire des schémas un peu stéréotypés. Oui, puis c'est surtout des milliers d'années, pas bien. Oh, pas bien, là c'est 600 ou 700 ans. Donc, bon. C'est déjà pas mal. C'est le qu'on a trouvé. Pour ça, on a trouvé 180 personnages. Donc, ça veut dire qu'on voit plusieurs autres centaines qui ont disparu. Parce qu'en général, on a que les cubes de ce qui s'est produit ou fait, oublié à cette période-là. Donc, voilà. Alors, on peut savoir si elles n'ont pas été déplacées ou si on les a retrouvées dans leurs emplacements. Alors, la seule qui est trouvée dans son emplacement originel, c'est la statue de Montpellier, voilà le socle planté. Toutes les autres ont été déplacées. Sauf peut-être l'agence luthérale, les deux agences luthérales qui semblent avoir été sorties dans un labour et qui ont été fouillées, mais le problème c'est qu'à l'époque, ils ont fouillé non pas trop vite, mais ils ont surtout fouillé trop petit. Et quand on s'aperçoit que quand on fouille des sites comme ça, il faut fouiller de grands espaces, il faut décaper plusieurs centaines de mètres carrés, parce que vous pouvez passer, vous pouvez là dans un environnement de 5 mètres carrés de rien à voir, et avoir un cercle ou un enclos ou je ne sais pas quoi, 10 mètres plus loin qui délimite l'espace, avec éventuellement un fossé, une fosse de dépôt ou je ne sais pas quoi. Donc si vous fouillez copier de la statue, pour peu qu'ils aient mis la statue au milieu et qu'ils aient fait, il ait fait 5 mètres ou 6 mètres autour, si vous avez fouillé 3 mètres autour, vous manquez tout. Donc il faut fouiller grave. Donc, Montpellier a été trouvé. Le planète, pour moi, on est sur le sol où elle a été trouvée, on a trouvé le socle pour voir où elle était posée. Donc, on peut considérer qu'on l'a trouvé à peu près en place. Toutes les autres sont trouvées déplacées lors de travaux. La plupart, comme celle-là, elle était rejetée à bord de champ parce que toutes ces pierres rejetées. Donc, on les a trouvées beaucoup en démontant des haies. Ça veut dire que celle de Saint-Isère, là, je crois, c'est les
Elles sont trouvées dans le champ. Ouais, mais ils se les ont mis une à côté de l'autre. En Oui, fait, mais- c'est symbolique, ouais, c'est pour les montrer. Ils ne pouvaient pas les mettre au milieu du champ. Non, mais ils ont été trouvés aussi déplacés. Oui, elles ont été trouvées quand même dans le champ. D'accord. Mais là aussi, ils ont fait un sondage dans la mais le problème là aussi, ça a été le même. C'est qu'ils ont fait des sondages à la main beaucoup trop courts. Aujourd'hui, on sait qu'avec l'expérience archéologique relative, c'est qu'il faut prendre une pelle, un godélis, et décaper 2 hectares. Et là, on a des chances de retrouver ce qui s'est passé autour. Mais si on décape juste. On peut être d'accord, les agriculteurs. 2 mètres autour, ben, on trouve la fosse d'implantation au mieux, et puis c'est tout. Et pour qu'elle ait glissé de 3 mètres, on trouve rien du tout. Justement, les fouilles que vous menez actuellement, dont vous venez de nous parler, à Fayette, elles sont financées comment et vous fouillez avec qui? Alors, les finances, on a 3 financeurs, c'est les services de l'État qui nous financent à peu près 60%. Donc, les services régionaux d'archéologie qui ont un budget pour faire ça, qui nous donnent les autorisations, qui est ici l'autorisation. La région nous finance et le département nous finance les autres 40%, à peu près à hauteur de 20% chacun. Avec des bénévoles, des étudiants pour la plupart. De temps en temps, il y a quelques bénévoles. L'association Rempart? Non, là c'est des étudiants en archéologie. Nous, là, on travaille avec quasi exclusivement avec des universités, des étudiants en archéologie qui font des stages de fouilles en archéologie systématiquement. Ils ont l'habitude de se déplacer. On en prend 3 ou 4 ou 5 qui n'ont pas commencé tous les jours. Donc on en prend 4 ou 5 chaque année. Cette année, on était plus de 20. Donc on en prend 4 ou 5 qui n'ont pas d'expérience, et avec les autres qui ont peu d'expérience et les autres qui ont beaucoup d'expérience. Et donc on forme et puis ça tourne. Parce que, comme ça dure des années, évidemment, ils trouvent du travail, mais on fouille aussi avec je dirige une équipe où aussi connaît des chercheurs. Parce que moi, je ne sais pas utiliser les charbons de bois. Je sais pas connaître les graines. Je ne sais pas faire des analyses des minerais, des métaux, des sédiments, tout un tas de choses. Donc on a une vingtaine de chercheurs en tout qui travaillent en plus, qui sont là, qui viennent faire des études spécifiques, qui viennent passer 2 ou 3 jours sur le chantier souvent, et qui prennent du matériel qu'ils vont étudier. Par exemple, je vous dis je peux vous dire qu'au Planète, on a la même végétation qu'aujourd'hui. On a du chêne, on a des pruneliers, on a un peu de hêtre, on a toute une espèce de ripicile, des sols, etc. Mais on n'a pas de châtaignier, parce que le châtaignier est arrivé avec les Romains. Donc ça, on l'a pas. Et on a des blés, on a des orges, on a je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, on a aussi toutes les plantes sauvages qui vont avec, les renoncules, les coquelicots, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses-là, on arrive les spécialistes arrivent à nous les retrouver dans les crèmes qu'on tamise très très fin, on tamise 1/3 de millimètre, on tamise les charbons de bois et on les a expédiés à ces gens-là qui vont les étudier. Donc il n'y a pas d'intervention ni du ministère de la Culture? Si, c'est le service régional de l'archéologie, c'est le ministère de la Culture. C'est l'étage régional. Le musée de l'homme, Non. Est-ce qu'il y en a des statues, il me semble? Non, pas au musée de l'homme. Elles sont au musée de Saint-Germain-en-Laye. Oui, à l'INRAP là. À l'INRAP. Il n'est pas, là, on y est après, allé. je ne sais plus de qui il n'est pas. Il n'est pas du ministère de la Culture, mais. Et il y a après, l'INRAP c'est là. musée. Il y a l'INRAP là. Mais l'INRAP, ça c'est autre chose. Oui, mais ils y sont à Saint-Germain. Oui, mais l'INRAP, c'est l'Institut national de la recherche archéologique programmée. Préventive. Préventive. C'est pas la DRAC, la direction des affaires culturelles. La DRAC chapeaute tout ce monde, mais ils ont des services musées, des services archéologie, donc il y a tout un tas de. Il y a une pyramide assez compliquée que j'avoue, je connais les étages d'en bas parce que j'ai affaire à eux, et au-dessus, je peux faire une balade dans les. Par contre, vous êtes sur les terrains privés, là. Oui. Et alors, comment c'est accepté par le... Ah, mais il faut l'autorisation du propriétaire. Et ici, Ici, vous dans le vous pouvez le faire. Ah, s'il n'en donne pas, Vous n'avez aucun... Après, s'il y a un site qui est. Enfin, il y aurait toujours des moyens, mais en pratique, si j'avais mis en. Ça peut faillir quand vous êtes sur une... Moi, personnellement, j'ai aucun moyen. Mais l'État a toujours les moyens, quand il y a un site exceptionnel, de préempter, d'exclure, de convaincre. Là, la propriétaire, nous, quand on lui a dit qu'on voulait faire la fouille, elle nous a dit bah, écoutez, vous avez
très bien, je suis très Non, parce que ça pourrait être dans des charges cultivées ou autres et, créer des problèmes au. Ah, mais le propriétaire, si vous donnez l'autorisation, vous pouvez éventuellement le dédommager. Et vous pouvez avoir un petit budget pour le dédommager. Et puis, il le sait. Enfin, bon, on lui dit comment faire. Si ça impacte 50 mètres carrés, si ça impacte 2000 mètres carrés, il le sait. Là, la dame, c'est pas du tout ça. Elle habite à Montpellier, elle a été institutrice. Elle a ses terrains qui étaient en train de devenir en friche. Elle préfère voir nettoyer, fouiller. C'est passionnant. C'est pas un problème. Et heureusement que ça a été défriché pour faire des pompes de terre. Je dirais heureusement que le gars n'a pas fait des pompes de terre. Parce que vu le taux de plomb qu'il y a dans le lac, je déconseillerais. Et l'imaginer. Là, c'est. Et avec le plomb, l'arsenic, le cuivre, la. C'est super, on peut inviter belle maman. Je suis sûr qu'elles auraient été labellisées bio. Elles auraient été labellisées bio. Ah bah ouais. Ah mais elles auraient pu être labellisées bio. Mais il faut faire attention à ça. Pas ici, vous n'avez pas ce problème, mais vers la haute vallée de Dourdou, je le dis aux élus de la région, il faut faire très attention. Au-dessus de ces normes, il y a des pollutions au plomb colossales. Il y a un ruisseau où j'ai ramassé à l'intérieur 5 kg de minerais de plomb. La galène? Non, c'est pas la galène, c'est pas un sulfure? Si c'est le sulfure, c'est la bourglonite, c'est le sulfocène. La bourglonite, qui s'altère en lignite, qui fait de la poudre. Donc le ruisseau, là où il traverse ce machin, je n'irai pas y voir un coup de flotte, parce qu'il doit marquer des quantités de plomb colossales. Et les truites, alors, oui. Et après, il se dilue parce qu'il y a plusieurs flottes qui arrivent, qui ne sont pas forcément, je ne sais pas ce qui se passe. Il y en a un autre, quand on va de Fayette à Sylvanès, à gauche, il y a une mine qui s'appelle la Bombe, qui est dans la montagne, là, qui est pas, enfin, qui est connue. La galerie moderne est connue, l'ancienne mine n'est pas connue, mais c'est la plus intéressante. Mais la galerie moderne, elle est au-dessus de filons qui ont été exploités, mais il en reste encore. Et là, c'est plomb, cuivre, arsenic, antimoine, mercure, 1,5 kg de mercure sur le caillou. La source à la ferme qu'il y avait au pied, je n'ai pas analysé l'eau, mais j'ai dit au propriétaire, que je connais bien, j'ai dit surtout ne t'avise pas à boire, ni à faire boire cette eau à tes animaux. Parce que là, sans analyse, parce que, à moins qu'elle vienne d'ailleurs, mais elle doit être. Il faut s'imaginer que là, cette mine, il y a 2,5 hectares de déchets qui sont sortis, qui couvrent la montagne, qui viennent de la mine, qui ont été exploités, de tous ces cailloux avec du mercure, du plomb et compagnie, et de l'arsenic. À Bouche-Payron, la Houivre, c'est la même chose, il y a 42 km3 de stériles qui sont des deux côtés de la montagne. Alors à Bouche-Payron, heureusement, il n'y a que du cuivre de l'antimoine. C'est moins polluant, c'est moins toxique. Il y a très peu d'arsenic et pas de plomb. Mais le pire, c'est énorme. Tout l'arrière, c'est énorme. Là, il y a 5 ou 6 filons de plomb, de cuivre avec du plomb, et beaucoup de plomb, et qui sont. Mais les géologues ne l'ont pas dit, mais ils ont fait des carottages un peu partout. Enfin, ils n'ont pas fait des carottages, ils ont fait des analyses de surface. Quand on va sur la carte du BRGM, on trouve ces analyses. Ils faisaient des plots de 20-30 cm et ils analysaient les sols tous les kilomètres. Quand on voit les trucs, en fonction de la couleur, bien sûr, quand ils sont blancs, il n'y a rien, ou noirs, je ne sais plus, et puis quand ils sont rouges, c'est que c'est très chargé. Et là, tout le secteur derrière ces normes, c'est chargé en plomb, et ils le disent qu'il y a une anomalie en plomb très importante. Mais personne n'en a averti, en connaissance des gens, qu'il fallait faire attention d'où on tirait l'eau. Il y a quand même un problème de santé publique. Nous on le dit, après moi je ne suis pas en charge de la gestion de l'eau. Après l'eau de ces normes ne pose pas de problème parce qu'ils l'attirent d'une autre source qui est de l'autre côté, vers Montagnol là-bas, où là il n'y a pas de problème. Et puis quand même elle fait l'objet de contrôle. C'est pas les trucs des villes, c'est plutôt les privés qui tirent une source. Sans analyse. C'est plutôt le danger, il est là, parce que l'eau potable, elle est potable. Oui, les captages dits sauvages, les sources. Dans les sources d'eau chaude, c'est là elles sont pas très bien. Les sources sylvanaises ne sont pas polluées, et c'est lié à la même formation minéralogique, enfin, le même système de faille, qui fait que d'un côté, il y a une remontée des minerais en pagaille, et plus loin, ils sortent des sources avec des
Donc c'est au cas par cas, il faut toujours prendre, mais là ça va être analysé aussi. Alors justement, est-ce que c'est parce que les populations se sont installées sur ces zones, parce qu'il y avait des minerais, qu'ils allaient pouvoir travailler, oui. Et que c'est pour ça qu'ils vivaient là, et que donc on retrouve les statuts. Ah oui, mais c'était une richesse. C'était le lien avec la richesse. Ah, c'était leur pétrole, c'était le pétrole des néolithiques. Voilà. C'était, il y en a ici, il y en a un petit peu dans les Pyrénées, il y en a un peu là-bas dans le sud massif central des Cévennes, mais après il n'y en a pas. Donc ceux qui avaient le cuivre, mais ils avaient une richesse énorme. Les Romains, eux, après ils sont venus l'exploiter parce qu'il y avait plus de l'argent, donc ils ont su extraire l'argent, comme c'est les fleurons et les cuivres argentifères. Donc il faut imaginer le secteur de la haute vallée du Dourdou complètement pelé, parce que vu la quantité de bois qu'il fallait, il l'avait complètement pelé, et probablement une gestion de la forêt quand même, où il devait avoir, tous les 40 ans, ça devait tourner, avec des gens, des milliers de gens qui amenaient du bois, qui coupaient du bois, qui tapaient des cailloux, et qui foutaient des feux là-dedans. Bouche-Pailleronne, les salles à 100 mètres de profondeur. Il y a des salles qui font, la salle du fond fait 15 mètres sur 15 mètres, sur 15 mètres sur 15 mètres. C'est des cathédrales. Mais ça suicide, là. Non, mais ils ont fait, alors, les Romains, ils avaient fait il y a des puits qui remontent pour des puits d'aération. Tout un système de ventilation. Oui, ils avaient, parce que sinon les flots n'auraient pas marché. Il faut l'oxygène pour que le bois brûle. Ils ne sont pas restés là. Pas d'oxygène, pas de feu. Donc les néolithiques ne sont pas descendus si bas. Bien que je pense qu'ils sont descendus quand même peu bas, mais ils sont descendus à 10 ou 20 mètres. Mais les Romains sont descendus à 60 ou 80 mètres. Et les Moyen-Âge, ils sont revenus, ils en ont repris un petit peu. Ils ont repris des trucs qui étaient un peu plus. Ça n'a pas toujours marché d'ailleurs. Et puis ça a été abandonné. Et les ingénieurs du 19e, quand ils sont revenus pour les exploiter, pour les vérifier d'abord, ils ont dit mais en fait tout a été, ça a été vidé par les aciers. Et ils appelaient ça vidé par les aciers, ils ne savaient pas quand. Mais il n'y a rien à tirer. De temps en temps, ils y pensaient à retrouver des filons plus bas, comme à la bombe. Donc ils ont fait des traversbangs, ils ont foncé dans la montagne, la mine est en haut à 600 mètres. À 500 mètres, ils ont foncé dans la montagne pour aller passer dessous, pour essayer d'attraper le filon par en bas, et se disant peut-être qu'en bas ils s'attendaient. Nous, on a visité des kilomètres de galeries comme ça dans la région. Aucune n'a fonctionné. Ils ont tous manqué leurs affaires. Par contre, il y a eu des escroqueries monumentales. La bombe, il y a des cartes postales qui montrent la sortie des chariots remplis de minerais remplis d'or. Ils ont vendu des actions de la mine de la bombe comme une mine d'or. Super. 400 mètres de galerie, 2 mètres de haut, 1,80 m de large, fait à l'explosif et au wagonnet. Pas un gramme du moindre minerai de quoi que ce soit, ils ont sorti là-dedans. Donc ils ont changé l'or en plomb. Non, Même pas. Le problème, c'est qu'on investit dans les mines, en fait, eux, ils ont perdu, tout. Les anciens, les néolithiques, les gens jusqu'au Moyen-Âge avaient tout vidé. Même le curé de Tauriac s'y était mis. Il a écrit un petit fascicule qui s'appelle Le Val d'Or pour Tauriac. Alors, il y a à Tauriac, je ne sais pas si c'est trompé ou s'il l'a fait volontairement, il y a un type de cuivre qui s'appelle la calcopyrite, qui est un cuivre riche en fer et qui est jaune, doré. On appelle l'or des fous. Les gens appellent ça l'or des fous. Ça peut faire des grandios, même comme ça, même des grosses machines, mais c'est en fait du cuivre et du fer. Donc rien qu'un or. Et il avait écrit un petit fascicule sur le Val d'Or en incitant les gens à investir dans les actions des compagnies des mines, etc. Elles ont été curées. Et là, vous parlez de quelle période? Ça, les histoires de ces mines, c'est le 19e, début 20e, 1800 et des poussières, 1900 et quelques. Ils ont essayé de réexploiter les mines et ils ont ça a redonné. Il y en a dans toute l'arc là-bas jusqu'à vers le Caroux, là-bas, on a visité des traversants quantité. Je vous pose une question. Est-ce que les statuts minières sont protégés par des lois juridiques, comme les amphores qu'on n'a pas le droit de vendre? Alors, tout vestige était dans le sol est un patrimoine. Il est interdit de fouiller. Même sur son terrain. Il y en a qui l'ont trouvé, ils sont privés. Alors, je vais d'abord, on n'a pas le droit de fouiller dans le sol, de faire des fouilles archéologiques. Si on fait une tranchée, on trouve quelque chose, c'est un hasard, ça c'est pas plus. Mais si moi je vais faire une tranchée quelque part de 2 mètres par an, on va savoir ce que je suis en train de faire, j'ai eu la chance de passer pour du hasard. Donc, pour les statuts miniers,
comme pour tous les objets archéologiques. Jusqu'en 2017, ils étaient propriétés du propriétaire sur le terrain où ils étaient trouvés. Depuis 2017, si le propriétaire n'a pas changé, c'est-à-dire M. X était propriétaire en 2016, il est toujours propriétaire en 2024, il trouve le statut menhir, sa statut menhir lui appartient toujours. Si M. X a donné à ses enfants, M. A et B, et si ces enfants trouvent le statut menhir, la statue menhir devient un bien de l'État, qui mérite des dédommagements, mais l'État peut le préempter. Ça, c'est. Ils n'ont pas fait la publicité, mais c'est la règle d'aujourd'hui de la loi. Dans les fouilles, a priori, on est toujours sur la propriété du propriétaire. Mais après, on a eu des droits, des formations juridiques, mais bon, au bout d'un moment, ça nous est passé. Mais ça, en tout cas, ça, je peux dire que c'est ça. Aujourd'hui, si je trouve que c'est protégé par. Alors, oui, pour ces statuts qui ont été trouvés anciennement, ils nous ont demandé l'autorisation de les inscrire au monument historique, voire de les classer, celle-là est classée maintenant. Donc, de les classer au monument historique. Donc, elle m'appartient, puisque celle-là c'est moi qui l'avais trouvée, et sur le terrain qui était à mon père, je m'avais donné le droit. Vous ne pouvez pas la ramener. Si, mais il faut le signaler à l'État. Et elle ne peut pas sortir de France sans une autorisation du ministère. D'accord. Je voulais savoir, parce que je sais que pour les amphores, parce que moi j'habite au bord de la Méditerranée, il y a un problème aussi, on ne peut pas vendre des amphores. Oui, mais les amphores, elles ont été trouvées par. Soit on est allé chercher sous l'eau. Il y en a encore des avions qui vous voulez. Oui, mais ça veut dire qu'on les a allés fouiller. Voilà. Là, c'est fini par la loi. Vous ne pouvez. C'est pas le hasard. Si vous partez avec une bouteille de congé dans un navire où il y a des amphores, vous faites un acte délictueux. Oui, c'est oui, c'est pas en labourant, quoi. C'est du pillage. C'est du pillage. Est-ce que c'est l'abbé Hermé qui a trouvé les premières statues? Non, c'est. Alors, c'est lui qui les a appelées les premières statues. Celui qui les a trouvées, c'est Foulquier-Lavergne à Poustomie, qui mentionne des sortes de cipes qui étaient plantées dans les jardins de Poustomie. Mais il ne sait pas ce que c'est. Et l'abbé Hermé est appelé quand il va les étudier, et c'est lui qui va définir le terme de statut menhir, et qui va grosso modo donner on utilise les termes de l'abbé Hermé. Dans la majorité des cas, on a précisé juste l'histoire du carquois. On a précisé l'outre-bricole parce qu'il ne pouvait pas, il n'en avait pas assez, il ne pouvait pas le savoir. Mais les termes qu'a employé l'abbé Hermé sont toujours vrais. Et il avait dit, ça ne peut pas être plus ancien que les gens des dolmens, et ça ne peut pas être plus récent, parce qu'on connaît tout ce qui s'est passé après. Donc ça doit être les populations qui ont fabriqué les dolmens qui ont fait ces statues menhirs. Et il avait entièrement raison. Ça a été toujours validé. Les écrits de ces gens-là, de fin du 19e, début du 20e, sont extrêmement intéressants à lire parce qu'ils sont très pertinents et s'aperçoit que des fois on cherche à réinventer l'eau chaude et eux ils l'avaient déjà inventé. Et l'abbé Hermé, comme il était très proche de la Société archéologique de Toulouse, c'est pour ça qu'il a donné la dame de Monteils, qu'il a donné à la Société archéologique. Il a distribué. Alors, l'abbé Hermé, il a eu des problèmes de sous parce que ça a été quand même de se déplacer. Et donc, en échange de quelques pécules, il en a distribué ou à des amis, ou il les a, il y en a celle du mal ont été payés, le transport a été payé. D'ailleurs, il y a eu une lettre où c'est qu'il se dispute avec Artaillac, qui était le grand archéologue de l'époque, et l'abbé Hermé dit moi je viens les donner au musée national, je ne vais pas en plus payer le transport. Donc il est fait transporter. Et après, il donne le plus grand nombre, donc Madame de Cessernin et toutes celles plutôt le côté de Cessernin, parce que c'est celles qui ont été trouvées les premières, elles vont à la Société des Lettres de l'Aveyron, donc qui sont aujourd'hui. Mais elles sont propriétés de la Société des Lettres de l'Aveyron. Elles sont à Fonheim. Elles sont, il y a je sais pas, il y a l'histoire de dépôt, il y a amphithéotique ou je sais pas quoi. Il y en a une ou deux à Saint-Crépin aussi. Oui, mais ces crépins, c'est des statues trouvées récemment. Ces crépins n'a pas de statut de musée, clairement, officiel. Donc, il l'appelle musée, mais ça n'a pas le statut de musée. Donc, parce que quand on a le statut de musée, ça veut dire que les collections, il faut des collections pour avoir le statut de musée, des collections qui appartiennent au musée, qui peut être un musée municipal, peu importe.
et ces statues, ces collections deviennent un bien inaliénable de la collectivité qui les détient. Du moment que donc la collectivité ne peut pas en faire ce qu'elle veut. Il est pas de dire. Et on m'a posé quelques fois la question, je suis assez cerné, est-ce qu'un jour la dame c'est cerné maintenant c'est cerné? Je peux vous garantir que non, parce que d'abord c'est un bien inaliénable de Rodez maintenant, et qu'il n'y a aucune chance que ça. Ceci dit, elles ont été protégées. Il y en a d'autres. Il y a Esplace qui a disparu, il y a Saint-Julien qui a disparu, qui ont été protégées comme ça, qui ont disparu. On ne sait pas où elles sont. Et celles qui sont en plein air seront détruites. Et est-ce que vous pensez que l'histoire, c'est mieux que moi, Marie-France, la légende qui dit un bœuf de Terraine qui mangeait pas, enfin de la fondation du monastère Notre-Dame d'Orient, la statue de la Vierge, ce serait une statue menhir. Une pierre à l'effigie de la Vierge. Voilà, c'est ça. Hein? Peut-être. On ne sait pas. Est-ce que ça serait une pierre? C'est possible que les gens... Les gens en ont vu. Puisque nous, on en a trouvé dans le siècle dernier, aujourd'hui. Donc les gens d'en-bas les ont vus. Soit ils les ont versés face à terre en disant ça, je ne touche pas, c'est le diable. Je ne sais pas. Soit, mais c'est possible. Mais de toute façon, ils en ont vu. Après, ce qu'ils en ont fait et dit et interprété. L'interprétation qu'ils en ont joué, c'est ça. Je ne sais pas. Non, mais c'est pas de croyance. Après, les curés ont bien christianisé. On ne peut pas les statues menhirs, on n'a pas de croix sur les statues, mais sur les grands menhirs qui étaient dressés un peu partout partout, souvent il y a des croix qui sont gravées dessus. Qui ont été faites après, non? Ah oui, c'est déjà bien christianisé. Il devait y avoir des cultes païens, donc c'est pas pour rien qu'il y a, je ne sais plus quel concile là-bas vers le 7e, 8e siècle qui dit qu'il faut des trucs qui sont ou bien les gens des cultes païens, etc. Il avait peut-être certainement rien à voir avec les cultes néolithiques, mais le fait d'avoir une pierre dressée que vous voyez plantée faisait qu'on lui donnait une signification, même 2000 ans après, 3000 ans après. Bien, on pourrait continuer encore. Ah oui. Ah ben non, c'est nous. C'est nous qui vous remercions. On vous remercie beaucoup, parce que c'est passionnant. Bravo.